un architecte s'amuse à dessiner vos plans en 2D, il obtient votre permis de construire, il monte le chantier, que le bâtiment il s'effondre, il va en tôle. Ne pensez en aucun cas, même pour la maison la plus simple, que votre frère, votre sœur ou qui que ce soit qui ne soit pas du métier de formation puisse conduire vos travaux. Il a brûlé tout l'argent qu'on avait envoyé. Moi, j'y suis allé pour voir ma mère qui habite là-bas. Je vais voir les briques qui étaient le scandale familial de l'époque. Et effectivement, elles étaient absolument inutilisables. Il y a toujours des arnaqueurs dans tout le pays. Partout, il n'y a pas qu'en Afrique. Mais moi, je vois plutôt ça comme de la méconnaissance. Tu es toujours proactif. Par contre, quand tu es dans la réaction, tu essaies d'improviser ou de réagir, tu perds. Et c'est là où ça coûte cher, quoi. Il ne peut pas se passer d'un chef d'orchestre, c'est-à-dire d'un conducteur de travaux. Ouais. Ne faites rien à distance. Vous allez vous planter. Bonjour à tous, moi je suis Kara Diaby, président de Repat Africa. C'est le deuxième épisode du podcast de Repat. Le premier, c'était sur la vie en Afrique en 2026. Il y a eu énormément de retours, de partage d'expériences, etc. Et donc, on a souhaité faire un deuxième sur la construction en Afrique. Et là, je suis avec deux poids lourds du game qui ont plus de 30 ans d'expérience dans le sujet. Je suis avec JB Sagnan et Ludovic Garcia. Donc, bienvenue, merci. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? JB, est-ce que tu peux te présenter Oui, moi, pour faire rapide, bonjour à toutes et tous. Moi, c'est JB Sagnan. J'ai 49 ans dans quelques mois. Je suis ingénieur en génie civil. J'ai fait toutes mes études et toute ma carrière en France. Essentiellement dans le nucléaire, et depuis quelques années, je consacre ma vie à une double activité. En France, toujours sur les projets d'ingénierie complexe, donc nucléaire, aérospatial et assimilé, et en Afrique, sur des projets d'aide au développement, notamment en Afrique de l'Ouest, actuellement au Sénégal, à Dakar. Et tu avais un projet en Afrique de l'Est aussi, si je me trompe pas. Oui, effectivement, j'étais déjà intervenu une fois pour vous en décembre dernier. Ouais. Sur un gros projet de transformation du camp de réfugiés de Kakuma en une ville. Donc, c'est un projet pour le compte de UNHCR, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Et ensuite, une fois que la ville sera construite, ça basculera du côté de UN Habitat. Ok. Voilà, un camp de réfugiés où il y a à peu près 500 000 personnes actuellement. La dernière fois, quand on en avait parlé, ils n'étaient que 300 000. Donc, à cause du conflit qui est au sud Soudan, il y en a eu 200 000 de plus. Absolument. Ok, en 6 mois. Oui, c'est ça. On s'est parlé au mois de décembre. C'est ça, oui, c'est passé vite. En 6 mois, parce qu'il y a un conflit qui s'intensifie là au sud du Soudan et les gens migrent naturellement vers Kakuma, en fait. Ok, voilà. Super. Et d'ailleurs, Ludovic, connaît bien le sujet. Je te laisse te présenter. Alors, moi, c'est Ludovic Garcia. Donc, moi, je suis né du bâtiment. Enfin, j'ai commencé comme conducteur travaux, donc en entreprise générale. J'ai évolué dans différents métiers. J'étais directeur travaux, j'ai fait d'OPC. J'ai beaucoup voyagé. J'ai eu l'opportunité de travailler en France, en Espagne, Portugal. Et donc, depuis 8 ans, je suis président d'une société qui s'appelle GP Lean, qui est spécialisée en gestion de projet avec les méthodes du Lean. Okay. Donc, je fais partie du comité administratif du Lean Construction Institut de France, ce qu'on appelle l'Institut français de la construction Lean. Je fais partie aussi du Lean Construction Institute LATAM, qui regroupe tous les pays d'Amérique latine. Donc, je fais des congrès, j'ai différentes formations. Je viens de finir actuellement un MBA en intelligence artificielle pour combiner l'aspect construction et la partie intelligence artificielle. Et actuellement, je développe mon activité en Côte d'Ivoire et je collabore avec JB sur le développement aussi dans d'autres pays de l'Afrique. Bon, dans le premier épisode du podcast, que je pense que vous avez vu, il y a eu énormément de retours des gens de la diaspora, des membres, etc. D'accord. Et il y a un sujet qui est revenu, c'est aussi, oui, mais nous, quand on construit notre maison ou nos immeubles, etc., à quoi il faut faire attention? Quels sont les sujets sur lesquels il faut éviter de se faire arnaquer, etc., etc. Du coup, c'est pour ça que je vous ai appelé. Donc, je vous ai appelé à la rescousse pour un peu vous expliquer tout ça. Parce qu'il y a un vrai sujet, c'est que les diasporas, si on prend les chiffres de l'ONU, la diaspora envoie 100 milliards. Oui, absolument. Banque mondiale, pardon. La diaspora envoie 100 milliards d'euros, de dollars chaque année en Afrique. Oui. À minima. À minima, ouais. Le ça, système en fait, des tontines, c'est... Exactement, ça, c'est le côté, c'est le côté officiel. Formel, ouais, après, absolument. le informel, voilà, ça peut même doubler. Oui, je pense. Effectivement.
Et en fait, 75% de cet argent, il est utilisé dans la consommation immédiate. Oui, absolument. Et l'aide familiale, etc. Il y a des personnes de la diaspora qui investissent aussi dans l'immobilier pour construire des maisons. Oui. Par contre, il y a énormément d'arnaques, il y a énormément de difficultés. Il y a des personnes qui ont envoyé de l'argent à distance, des gens sur le terrain qui étaient censés construire. Peut-être que la personne qui vendait les terrains et la construction n'était pas forcément sur place tout le temps, etc., etc. Il y a un cumul de facteurs. Voilà. Moi, j'ai l'anecdote parce que justement, j'ai pu échanger déjà avec ce qui se passait. Et ce que tu dis, alors c'est vrai et c'est pas vrai. Il y a toujours des arnaqueurs. Oui. Ça, c'est dans tout le pays. C'est partout. Il n'y a pas qu'en Afrique, partout dans le monde, on a des arnaqueurs. Mais moi, je vois plutôt ça comme de la méconnaissance. Déjà, moi, je fais aussi la partie du Lean. Les gens, parfois, ne savent pas qu'ils ne savent pas. C'est vrai. Et ce que j'ai pu observer, donc déjà, les gens, dès qu'ils voient un papier, ça, j'ai des anecdotes, c'est des cas un peu, je pense, dans ce sujet-là, c'est qu'on a montré un papier comme quoi on est propriétaire d'un terrain. Et avant ça, il faut s'assurer aussi que ce papier, il est vrai. Ah oui, tout à fait. Surtout que j'alerte aussi fortement avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les documents, on peut les falsifier, mais c'est d'une qualité, avec une qualité très importante. Donc, il faut aller, après qu'on ait un objectif, il faut aller à l'urbanisme et s'assurer que ce terrain existe. Oui, il faut s'assurer, il y a des pas à faire. Donc, on a le document, on nous montre comme quoi il y a l'existence d'un terrain qu'on peut acheter. Oui. Mais nous, il faut faire l'effort dans chaque pays de voir quels sont les mécanismes pour s'assurer que ce terrain existe. Parce que d'un pays à l'autre, c'est différent. Effectivement. Effectivement, chaque pays, on voit que, surtout la Côte d'Ivoire commence à s'organiser. Donc, il y a différents ministères, il y a différents organismes qui certifient tout ce qui est urbanisme. Ouais. On a aussi la partie permis de construire. Donc, ça évolue. Ça évolue et effectivement, dans chaque pays, c'est différent. Mais tu dois avoir, à minima, dès lors où tu parles de terrain, ça sous-entend automatiquement qu'il y a un cadastre. Et le cadastre est bien enregistré quelque part, où qu'il soit. Qu'il soit ministère de l'urbanisme, qu'il soit géré par la mairie en local, qu'il soit au ministère. À l'époque, c'était l'équipement et les transports qui faisait ça. Donc, ce qu'on appelle la maîtrise parcellaire. Mais ça existe quelque part. Moi, j'ai eu cette expérience il y a très longtemps, en 2005, quand mon père a décidé d'aller faire sa retraite au Mali. J'étais parti avec lui racheter une maison, enfin une parcelle sur laquelle il y avait une maison, et on a fait les travaux de finition et une extension pour lui, justement, dans cette même partie. C'était à Bamako, pour les auditeurs qui connaissent. Alors, je savais qu'à l'époque, il y avait, et qui est connu de tous les Maliens, un gros souci de véracité des informations qu'on avait sur les titres fonciers. Et le processus de l'époque, c'était le fameux titre foncier définitif qui certifiait à la mairie de Bamako, à l'époque, que ce terrain était bien passé de telle personne à telle personne à telle personne, et qu'à la date de tampon, elle était à M. Sagnan, c'est le nom de mon père. Et sans ce titre foncier définitif-là, effectivement, que ce soit le terrain ou ce qui est bâti dessus, tu n'avais pas l'absolue certitude que tu en étais le propriétaire. Donc moi, je me souviens, j'avais fait le voyage exprès. Mon père était avec ma mère au Mali à ce moment-là, donc j'avais pris 2 semaines de congé. J'étais parti, on a racheté le terrain, on est parti chez le notaire, on est reparti chez le maire, on s'est fait certifier que le terrain et ce qui était bâti appartenait à mon père. Et une fois qu'on a eu ce terrain-là, on a libéré la deuxième moitié de l'achat. D'accord. Voilà. Les échanges que j'ai eu aussi, c'est la précipitation. Donner l'argent avant d'avoir des jalons, avant d'avoir des prérequis. Ouais. C'est ça le problème qu'il y a. Ce n'est pas une question d'arnaque, c'est de faire les choses dans des étapes un peu qui sont différentes. Oui, et c'est un processus qui est de toute façon universel. Un transfert de propriété, surtout quand c'est du foncier, vous en avez pour minimum 2 semaines. Même quand le service il est ultra performant. Ça, il y a 10 jours. Une bonne dizaine de jours. Il y a une dizaine de Parce que maintenant, c'est digital. Mais avant, c'était un mois. Il fallait prendre son temps. Et comme c'est quand même une acquisition qui peut changer votre vie, en bien ou en mal, suivant comment vous l'avez faite, c'est peut-être une des rares fois où il vaut mieux se déplacer sur le terrain, à moins que vous ayez quelqu'un en qui vous avez une absolue confiance. Moi, je sais qu'à l'époque, il fallait que le propriétaire vienne signer. Donc, j'avais fait venir mon père qui était au fin fond du village.
Il avait fait Mounia Kai Bamako Mm. pour signer le papier, comme quoi il était bien, et payer l'autre moitié, bien évidemment. Mm. J'étais resté 10 jours sur place et je suis rentré bosser. Ok. Et le terrain, on l'a toujours avec la maison dessus, tout ça. Ouais. Donc ça, c'était pour le foncier, mais il y a d'autres cas qui sont sortis Oui. où les gens, ils avaient leur terrain et c'est la construction qui a pêché. Ah. Et donc, bon, peut-être que la personne n'était pas là pour suivre les travaux, Ah oui, etc. ok. etc. Mm. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire attention, par exemple, dans ce cas-là, où j'envoie de l'argent pour construire ma maison, je Oui. passe par une entreprise, hein, parce que c'était une entreprise, Oui, hein, bien sûr. une entreprise formalisée, etc., qui dit oui, je fabrique votre maison. Mais en fait, en creusant, la personne n'est pas forcément tout le temps sur place, elle délègue, on ne sait pas trop qui. Donc à quoi faut faire attention Pour faire simple, et c'est valable pour tous les gens qui nous écoutent, quoi qu'ils construisent, je vais faire 3 catégories, on va dire maison et bâtiments à usage d'habitation, usage industriel et après travaux publics. Mais bon, je pense que l'auditoire, s'il est plutôt en maison individuelle. Alors, par rapport, dans la continuité de ce que Ludo a déjà dit, n'importe quel processus de construction, il est identique. Donc, la première étape, c'est sécuriser la parcelle, aller au cadastre, vérifier qu'il est bien piqueté et délimiter sa parcelle pour ne pas aller taper chez le voisin ou que le voisin vienne chez nous. La deuxième des choses qu'il faut faire, c'est ne surtout pas négliger la nécessité de passer par un architecte. Premièrement, c'est lui qui est le seul habilité à vous faire des plans. Et deuxièmement, c'est le seul qui est habilité à faire un dépôt de permis de construire. Ça, Et un c'est DPLG, si Oui. possible, c'est encore mieux. C'est un vrai problème d'ailleurs, le permis de construire. Actuellement, c'est un vrai problème en Côte d'Ivoire. Il y a eu énormément de constructions sans permis de construire. D'ailleurs, il y a eu quelques Il y effondrements. a, il me semble, hein. il y a une semaine, je Ouais. crois, qu'il y a un bâtiment Qui avait s'est pas de pété, permis, hein. qui s'est effondré. Ouais. Donc, il s'est effondré. Ah oui, Ok. oui. Et ensuite, l'architecte va faire les aménagements extérieurs et les aménagements intérieurs. Et seulement à partir de ce moment-là, on peut lancer les travaux. Une fois que les travaux ont été lancés, donc l'architecte va déjà aussi remettre ce qu'on appelle un détail quantitatif Oui. estimatif. Donc une liste de tous les travaux qu'il faut faire et leur prix estimatif, ce qui permet au client, qu'on appelle le maître d'ouvrage, de dire, bon, bah voilà, il faut 250 000 € pour faire une maison qui se décompose en structure, façade, clos couvert, donc la toiture, les fenêtres, et ensuite l'habillage intérieur et les extérieurs. Et les jalons dont parlait Ludovic tout à l'heure, ce sont ces jalons-là. Quelle que soit la maison que vous construisez, qu'elle soit de plein pied, que ce soit une superbe villa sur les hauteurs de Beverly Hills ou à côté à Villiers-sur-Marne, on passe systématiquement par ces étapes-là. Ça minimise le risque. Ouais. On minimise le risque, on voilà. décompose l'exécution Fondation, en jalons. Voilà. Et comme ça, on s'assure que l'apport correspond à Voilà. Et une quantité qui est exécutée. Absolument. Et donc, une fois que vous avez fait ça, donc vous êtes prêt à construire, hein, vous avez sécurisé votre parcelle, vous êtes bien chez vous, tout est borné, vous avez votre go. Le premier conseil que je donne à tous les diasporas, sans exception, puisque j'ai dû moi-même aller au Mali finir les travaux de mon père. J'ai posé 6 mois pour aller au Mali péter ce qui avait été mal fait par mes cousins qui ne sont pas du métier et tout refaire de moi-même. J'ai quitté le Rwanda pour aller sur place. C'est une fois que votre architecte vous a filé les plans, il a fini son travail. À partir de ce moment-là, vous devez faire le choix entre nommer un conducteur de travaux, donc le chef d'orchestre du chantier, qui lui va faire la coordination entre les différentes entreprises dont j'ai parlé juste avant et s'assurer en étant sur place, je dis bien en étant sur place, et je m'adresse à tous les diasporas, ne prenez jamais le risque de lancer un projet de construction sans être vous-même sur place ou sans avoir un contrat, si possible pas familial, un contrat avec un professionnel de la construction dont le métier est l'orchestrement correct et dans les temps du chantier pendant votre absence. Ouais, parce que, alors, Voilà. je vais rebondir sur ce que tu dis, JB, parce que dans le premier podcast, j'en ai parlé. D'accord. Il y a eu un témoignage, on a reçu un témoignage d'une maman qui a construit, qui a envoyé 500 € par mois pendant plus de 15 ou 20 ans à son frère. 500 €, 500 € par mois. Pendant 20 ans? Pendant 15 ou 20 ans, ouais. Oh, punaise. Et elle a envoyé ça à son frère pour qu'il construise l'immeuble familial. D'accord.
Et une fois qu'elle est arrivée à la retraite, c'était en pays d'Afrique centrale. Oui, vas-y, Et continue. une fois qu'elle est arrivée à la retraite, elle est partie dans le pays. Et elle a dit oui, je viens voir l'immeuble que mon frère a fait. Et ils lui ont dit quoi? Quel immeuble? Ouais, d'accord, ok. Et entre-temps, ils lui ont envoyé des photos des chantiers d'à côté. Et du coup, elle a pas eu son immeuble. Elle n'a rien eu du tout. Alors, t'imagines, toute ta vie, tu as économisé toute 100 ta euros vie. par mois, c'est quand même quelque chose. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. C'est tout. Mais il y en a plein qui se C'est font arnaquer. Mais l'économie, c'est pas un cas isolé. Hein. Il y en a Alors, plein qui se font arnaquer. Moi, si je... pour expliquer, imaginons que il y a une urgence. Donc moi c'est cette confiance entre familles. Donc c'est normal. Et aussi lui dire à un frère ou à un père, dire ok, tu peux m'accompagner, je suis sur place, mais lui donner ce rôle de pilote ou de chef d'orchestre d'une construction, moi je ne le conseille pas. Alors pourquoi? C'est très simple. Imaginons qu'il y a une urgence et moi je fais un malaise et JB, donc, qui fait des soins, qui est mon père, ils essayent de me faire des soins, donc, pour me réanimer ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est pas mieux qu'il puisse appeler quelqu'un qui connaît le métier, un médecin, même s'il est par téléphone, il est à distance, qui se fasse épauler par quelqu'un qui connaît la médecine. Absolument. Pour dire, voilà, qu'est-ce qui se passe? La personne, est-ce que tu sens qu'il respire? Est-ce qu'il a un pouls? Donc, absolument. Il faut que cette personne qui est sur place, qui est de la famille, se fasse accompagner. C'est pas possible. Donc c'est comme un médecin, une personne va se faire aider par un médecin, même à distance. Il faut que les personnes soient accompagnées. Ouais, parce que JB, je rebondis sur ce que tu as dit, le chef d'orchestre du travaux, c'est le chef d'orchestre du chantier, c'est le conducteur de travaux. Alors, oui, donc pour aller dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, le client, donc on appelle le maître d'ouvrage d'habitude, il a deux manières d'avoir son chantier qui soit livré. Soit il va passer un contrat avec chacun des spécialistes de la construction, donc celui qui va faire le gros œuvre, fondation, structure et couverture, la plupart du temps, celui qui va venir poser des fenêtres, qui est un artisan, un menuisier, celui qui va venir poser les portes, les cloisons de distribution, etc., le carrelage, l'électricité, etc. C'est ce qu'on appelle des corps d'État dans le monde de la construction. Avec le couvert. Voilà, absolument. Donc on distingue le gros œuvre des corps d'État secondaires. Le gros œuvre, c'est tout ce qui est l'ossature et la couverture du bâtiment. Les corps d'État secondaires, c'est tout ce qui est les cloisons de répartition, les portes, les fenêtres, le carrelage, l'électricité, etc. Il faut donc toutes ces personnes tous ces artisans, sont experts dans le métier qu'ils font. Par contre, même quand qu'ils ont de l'expérience et de la bonne volonté, ils ne sont pas maîtres de l'orchestrement de leur intervention sur le chantier. Ça, c'est le conducteur de travaux. Pour faire un parallèle, je pense que Ludovic sera d'accord avec moi, c'est comme quand vous avez un orchestre. Vous avez, par exemple, 10 instruments de musique dans un orchestre. Chaque joueur d'instrument est un spécialiste dans ce qu'il fait. Par contre, si vous n'avez pas un chef d'orchestre, chacun va jouer à sa vitesse et à sa manière. Exactement. Et on obtient ce qu'on appelle... Ça fonctionne très bien au début, parce que tout le monde on démarre à un point zéro, mais à un moment donné, chacun va avoir son rythme. Alors, il faut quelqu'un qui... Donc ça, c'est quand les lots sont séparés, ce qu'on appelle en corps d'état séparés. D'accord. Donc il faut un chef d'orchestre. Il faut un chef d'orchestre. Alors s'il n'y a pas de chef d'orchestre, on obtient ce qu'on appelle une cacophonie. Donc ça fait du bruit. Alors ça fait du bruit, donc il y a de l'activité, mais ça mène nulle part. Par contre, quand tout se passe bien, on obtient ce qu'on appelle une symphonie. Donc en fait, le conducteur de travaux est à la construction ce que le chef d'orchestre est à l'orchestre. Sa présence est indispensable. Et pour compléter ce que disaient les deux tout à l'heure, donc option 1, vous choisissez tous vos corps d'état et vous nommez un chef d'orchestre. Option 2, vous passez ce qu'on appelle en entreprise générale. Donc l'entreprise générale, Ludo va vous l'expliquer parce qu'il en a fait un paquet. L'entreprise générale, c'est elle qui va gérer l'ensemble des entreprises. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un seul interlocuteur. Ouais. Le problème, donc c'est un choix. Il faut bien cadrer vos contrats. Ouais, tout à fait. Parce que quand vous allez avoir un prix, il peut y avoir des surprises. L'entreprise générale peut vous dire ça, c'était pas inclus. Oui, donc ça aussi, c'est un conseil que je donne. Demandez ce qui n'est pas inclus.
aussi les projets, parce que au lieu on de n'a pas demander qu'est-ce tendance- qui est inclus, voilà, on c'est fait ça, le l'inverse. problème, quoi. et Ouais. dis-moi ce qui est inclus, mais dis-moi aussi ce qui n'est pas inclus. Oui. Ça permet tout de suite de m'alerter. Après, je vais vous expliquer ce que j'ai pu rencontrer entre la différence entre le coût de la construction, on mélange coût du terrain, coût de construction, la marge de l'entreprise, plus les frais annexes. Oui, tout à fait. Donc, ce qui est important, c'est, voilà, quand tu es une entreprise générale, c'est bien, j'ai qu'un interlocuteur. Et Ouais. après, c'est lui qui va gérer Qui gère les tout. entreprises. Mm. Par contre, c'est un peu plus opaque. Parce Ouais. que je ne sais pas ce qui est en train de... Je sais pas ce qui se passe. on sait pas ce Il qui t'envoie des photos de Exactement. l'avancement de ton Oui. chantier, etc. Oui, oui. Mais bon, on sait pas trop ce qui se passe. Quoi. Donc, il faut être sur place. Ouais. Aujourd'hui, on a des moyens. Alors, moi, personnellement, quand je pilote mes projets, mes équipes ont des caméras 360. Avec une caméra 360, moi, j'ai une vision globale de De ce tout qui se passe sur le chantier. Tout Donc à voilà fait. ce qui est important. La photo, effectivement, comme tu disais, la photo du chantier à Elle peut côté, être prise ça peut n'importe arriver. où, ouais. Mais il faut Ouais, ouais. quelqu'un, il faut de temps en temps voyager, faire appel à des gens qui connaissent. Pour vous, pour rebondir sur ce que vous dites, aujourd'hui, par exemple, le conducteur de travaux, c'est impossible qu'il soit en France Ah oui. ou en Europe Ah oui. ou même en Chine et qu'il pilote les C'est travaux sur impossible. place. Je vais te donner 3 raisons. Alors, déjà, la première, c'est que si sur un chantier, vous avez les artisans et vous n'avez pas de conducteur de travaux, chacun va tout faire pour intervenir le plus vite possible pour pouvoir facturer. Et il n'en a rien à de savoir si c'est bien fait ou mal fait. Ouais. Donc déjà, il y a, et puis l'acte de construire, enfin la cinématique de construction, ça s'appelle, elle suit un process qui est universel. Ludo, tu m'arrêtes si je me trompe. Fondation, plancher, poutre, poteau, dalle, clos couvert, donc toiture, fenêtre, donc vous êtes clos et couvert. Dès lors où vous avez plus d'intempéries susceptibles d'endommager ce que vous faites, vous êtes hors d'eau, hors d'air. Ensuite, cloison de répartition, menuiserie, sol, carrelage, plomberie, électricité. Ça se passe comme ça et pas autrement. Donc déjà, quand vous avez commencé à choisir vos artisans, ils sont tous pressés de venir intervenir chez vous pour une seule chose, c'est facturer à la fin du mois. Et des chantiers comme vous, il en a 10. Le problème qui se pose, c'est que si vous ne suivez pas cette séquence de construction, l'artisan A qui est venu, qui a bien fait son boulot et qui doit être suivi par le B, et si le B n'intervient pas, c'est le C, ben il va foutre en l'air le boulot du A, et il y aura un non-respect de ce qu'on appelle les interfaces entre différents artisans. C'est pour ça que le conducteur est absolument indispensable. indispensable. Il y a 3 semaines, j'ai échangé avec c'était un électricien. Oui. Il me disait, chaque fois que je vais sur mon projet, donc ils ont plusieurs maisons à construire, il me dit, des endroits où je vais intervenir, je peux pas intervenir parce que le lot d'avant, il n'a pas fini. Et d'autres lots, je dois revenir parce qu'on a défait ce que j'avais déjà fait. Donc, c'est ça le problème. Donc, il faut un chef d'orchestre, effectivement. Et après, il y a le problème de règles de l'art. Absolument. J'ai quelques photos que je vous ai partagées. Ouais. Ça paraît anecdotique, mais il y a des phasages à respecter. Ouais. Bon, les gens connaissent leur métier, connaissent très bien leur métier, mais je connais que mon métier, je connais pas l'implication des autres personnes. Et comme dit JB, moi je dois être payé pour faire un travail. Si celui qui a passé avant moi, c'est son problème. Oui, c'est ce qu'on a dans le monde du bâtiment, dans le monde entier. Hein. C'est universel. Et le problème de malfaçon également, c'est-à-dire que quand vous passez ce qu'on appelle un marché en corps d'état séparés, vous avez un conducteur de travaux qui est censé coordonner l'intervention de chacun des artisans et gérer l'interface fonctionnelle et des règles de l'art entre d'un artisan à l'autre et s'assurer de la globalité du parfait achèvement, ça s'appelle, de l'ensemble. Quand vous n'êtes pas sur place et quand le conducteur n'est pas sur place, vous n'êtes pas certain de savoir que le travail a bien été fait. Vous n'êtes même pas capable de vérifier que ce qu'on vous a vendu dans le contrat est bien ce qui a été posé, parce que les prix au mètre carré du carrelage ou des équipements de finition peuvent aller du simple au quadruple en fonction de où vous l'avez acheté. Est-ce que vous avez pris votre carrelage en Turquie, à Dubaï, à Bamako ou ailleurs, quoi. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux jalons, c'est les fameux autocontrôles. Oui. Donc, par exemple, c'est pas dire je vais m'assurer de l'autocontrôle une fois que la fondation elle est finie.
Non. Est-ce que les aciers, parce que Oui, c'est ça qui va absolument, oui. rentrer après, créer des problèmes dans les constructions. Et de Est-ce que les résistance aciers structurelle. qui ont été mis dans les fondations, avant de passer au coulage, c'est un jalon sont bien d'arrêt les bons. Oui. qu'il faut contrôler. Donc d'où Ouais. l'intérêt d'avoir quelqu'un sur place ouais, bien qui sûr. connaît le métier. Mm. On ne peut pas confier ça à sa famille. Ah non, c'est Ouais, mais ça clair on, et va, net. ça, on va en revenir tout à l'heure. Alors, On a, oui. on a un point spécifique sur ça, Ah sur, ouais, sur la très, famille. très Et du coup, attention Djiby, à ça. ouais, faudrait que Ouais, tu... faites attention à Mais ça. ouais, clairement. Alors, là, on va passer à la prochaine étape, c'est les acteurs. Qui fait quoi et pourquoi on doit savoir. Là, vraiment, on va partir de la base. Je veux construire une maison. Donc, moi, qui je suis, moi, en tant que... Ludo, je te laisse y aller. Tu ouais. fais pour maisons individuelles et bâtiments aussi. Parce qu'il y a de plus en plus de diaspos qui font des... Ouais. Tous les R+3, acteurs qui sont autour de... C'est les de- mêmes. En fait, les acteurs, alors, maître d'ouvrage, d'ouvrage, architecte, ouais. voilà. Alors, très souvent, un projet, donc la première des choses, c'est un architecte. Il faut faire la différence entre architecte, maître d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Absolument. D'accord. Donc, un architecte, c'est très souvent le cas. Lui, il va faire juste le design du bâtiment, la conception du bâtiment, le dessin du bâtiment. D'accord. Et quand on passe de cette phase-là de conception, on passe plutôt à l'exécution. C'est là où il y a différents acteurs. On a toujours le maître d'ouvrage qui, lui, va piloter l'ensemble du projet avec un conducteur de travaux. Si on est encore d'états séparés, alors ce qu'on appelle en France, c'est l'OPC. Mais le maître d'ouvrage, ça peut C'est être le moi. client. C'est le client. Ah, c'est le client. Ok. Oui, c'est le client. Mais dans le cadre d'une construction, par exemple, si je passe par une entreprise générale, Oui. le maître d'ouvrage, c'est qui? C'est moi? C'est toujours... Alors, pour faire simple, on va dire le maître d'ouvrage, c'est toujours le client. Ok, C'est Toujours le celui client. pour qui l'ouvrage est construit. d'accord. Par contre, il peut faire appel à ce qu'on appelle Un maître d'œuvre. un MO, c'est-à-dire Oui, une un assistant assistance du maître d'ouvrage. Oui, du absolument. maître d'ouvrage. D'accord. D'accord. Donc c'est le rôle que nous on a parfois sur certains projets. Oui. Ouais. C'est que donc il y a le client, mais qui est sachant, mais qui parfois n'a pas le temps ou qui n'est pas sachant, et il va faire appel à des personnes oui. qui ont un peu plus de Un connaissances. assistant Voilà. maître d'ouvrage qu'on appelle AMOA. AMOA, ok. Donc, c'est lui qui va typiquement... donc, il est aux côtés du client et il va l'aider à bien définir son besoin. Et ça fait une écho à ce que Ludo disait tout à fait en début de propos. C'est que vous pouvez avoir la volonté de construire quelque chose, mais à un moment, il faut que vous vous asseyez et que vous soyez certain de l'usage et de l'évolution de l'usage dans le temps. Et ça, c'est valable pour une maison individuelle, un bâtiment, je sais pas moi, une entreprise de transformation à ton besoin. Donc, Absolument. Il va aider le maîtrise d'ouvrage, le client, Oui. à s'assurer que ce qui va être construit correspond à son besoin. À ses besoins. Et, Ok. et l'assistant du maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué, qui est lui un sachant, va aider le maître d'ouvrage à parfaire l'expression de son besoin. Et quand il va dire oui, ok, merci pour tes conseils, Ludo, effectivement, je ne le voyais pas comme ça. Oui, on prévoit une extension et une connexion directe sur la route, par exemple. Eh ben, c'est le Ludovic, par exemple, s'il est l'assistant du maître d'ouvrage, va retranscrire en langage formel l'expression du besoin du maître d'ouvrage. Et c'est sur la base de cette expression-là que l'architecte va dessiner le bâtiment. Voilà. Ensuite, mettons que vous avez donc votre dossier d'exécution qui est prêt, vous avez choisi les différentes entreprises. Là, vous faites appel au maître d'œuvre. Le maître d'œuvre est celui qui va, pour le compte du client, conduire l'exécution des travaux. D'accord. Alors, dans une maison individuelle, un conducteur de travaux fait l'affaire. Par contre, sur un chantier un peu musclé, comme on a pu voir les chantiers du Grand Paris, tous les grands bâtiments que vous voyez ici, bon, pour les REPAD qui sont à Paris, les Jeux Olympiques, vous avez un cabinet de maîtrise d'œuvre qui, lui, va faire le lien entre les différentes entreprises, qu'elles soient artisanales ou générales, et le maître d'ouvrage. Et il va aussi faire le lien avec les cabinets de contrôle, comme APAV, Veritas, etc., qui sont des entités indépendantes et qui viennent vérifier que le bâtiment est bien construit. Plus le projet est conséquent, Plus il y a d'acteurs. plus il y a d'acteurs. Ouais. Il y a plus de risques aussi. Oui. Il y a forcément un architecte, à un moment donné, il n'a pas toutes les compétences quand un bâtiment est très complexe. Oui, tout à fait. Lui, il a une connaissance générale du projet, mais il n'est pas sachant sur certaines techniques. Donc pour ça, on a après des différents acteurs qui viennent se regrouper. Ouais, bien Pour une sûr. maison individuelle, non. C'est Non, pas le cas. un conducteur Là, on est revient largement à suffisant. ce qu'on disait, Voilà. il y a un conducteur, il y a l'architecte maîtrise d'œuvre qui va faire ses plans, Oui. il y a une personne qui va piloter le projet Absolument. en exécution,
Et après, donc soit, une fois qu'on a ces différents acteurs, soit tu as une entreprise générale qui, lui, Qui chapeaute tout. prend les différentes entreprises, Oui. soit c'est faire appel à des différents métiers Absolument. d'exécution. Et Alors- du coup, si c'est le conducteur de travaux qui fait appel à toutes ces entreprises, lui, Oui. il fait jouer son réseau, quoi, en fait. Non, Ou parce comment que ça peut être des entreprises qui ont été choisies par le client Ah, ok. et le conducteur a la délégation de pouvoir du client pour piloter ces entreprises. Ou bien, effectivement, s'il est déjà connu dans la place et qu'il a son réseau d'entreprises en qui il a confiance, il peut les suggérer aux clients en leur disant moi, je connais ces entreprises-là, voici leurs références, j'ai l'habitude de bosser avec elles. Et sans que ce soit du placement ou de la passe D, comme disent les jeunes, c'est aussi un gage supplémentaire d'avoir moins de problèmes au moment sur le chantier. Parce que si il y a des habitudes de travail qui se sont installées entre le conducteur et ses artisans, déjà, le conducteur et ses artisans se connaissent bien, et les artisans se connaissent déjà entre eux, parce qu'ils ont fait des chantiers précédemment. C'est idéal. C'est bien, parce qu'ensuite, il se passe des coups de fil entre eux, Ouais, on évite les problèmes sur le Nous, chantier. Moi, ce que je conseille aussi, c'est à un moment donné de trouver les bons partenaires. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, nous, la société, on est plutôt sur une culture de collaboration. Absolument, oui. Effectivement, plus les entreprises collaborent, Et c'est moins gagnant il y a de même risques. pour eux. Oui. Donc, il y a moins de risques pour eux aussi d'avoir du retravail Oui. ou des malfaçons. Puis même, Et t'as de la aussi, ça rassure le client. Oui, tu as la micro-coordination qui se fait entre eux. De temps en temps, une entreprise qui est à l'autre bout de Paris ou de l'Île-de-France, il y a l'entreprise d'après qui arrive, elle va peut-être faire la petite action qui va bien, qui va éviter à l'autre de traverser le pays, de traverser la région ou peu importe, et éviter qu'on loupe une étape sur le chantier, quoi. Voilà. Ok, très bien. Donc, Oui. je veux juste revenir sur un truc. Oui. L'architecte, parce qu'en Afrique, Oui. il y a des architectes qui veulent tout faire. Alors, est-ce que ce cas-là, vous l'avez déjà vu? Parce que souvent, dans la diaspora, ils disent « Oui, mais c'est bon, j'ai pris un architecte, Ouais. il va tout Alors, faire. » Est-ce que- Il n'y a pas cette notion de conducteur de... Il n'y a pas cette notion de décortication des acteurs. Alors, Ludo. Je vais Alors, raconter bon, une petite anecdote. Ok, alors Ludo pour l'anecdote et JB pour le conseil. Je ne sais pas si j'étais assez clair, donc je vais essayer de l'être encore plus une bonne fois pour toutes. 1. Le rôle de l'architecte est de dessiner les plans, c'est-à-dire de matérialiser l'idée du client sur du papier en 2 ou en 3D et d'obtenir l'autorisation de construire. Point barre. Point barre. Ok. C'est ça son travail. L'architecte n'est pas un ingénieur en génie civil, Ou qu'il ce soit n'est dans le pas monde, un on est conducteur d'accord. de travaux, ou qu'il soit dans le monde. Ok. Ami de l'architecture, bonjour. C'est ça son travail. Et sa limite de responsabilité et sa responsabilité contractuelle ou même vis-à-vis d'une assurance s'arrête là. Si un architecte s'amuse à donc dessiner vos plans en 2D, la maquette numérique, il obtient votre permis de construire, il monte le chantier que le bâtiment il s'effondre, il va en tôle. Et oui, parce qu'il n'est pas bureau de calcul de structure, il n'est pas conducteur de travaux, etc., etc. Donc je conseille à tous les répates qui ont fait appel à un architecte en Afrique de laisser l'architecte faire son métier d'architecte et de demander à ce qu'un bureau de contrôle technique, quand il s'agit d'un bâtiment, s'immisce entre le travail de l'architecte et les propositions techniques des artisans pour s'assurer qu'il y a bien une cohérence et une bonne constructibilité et une pérennité de ce qui va être fait. Le bureau de contrôle, lui, son rôle, c'est qu'il va prendre les plans de l'architecte Oui. et il va dire « Ok, c'est constructible. Ok, ça a l'air... Non, ça a- le bureau de contrôle, lui, il est déjà dans la phase où tu es passé à la construction, Ah, donc ok. tu as eu le permis. Il vient Et lui, contrôler. il va vérifier les plans de la structure et ensuite les plans de chacun des artisans aussi Il va regarder aussi les les normes. fiches techniques Voilà, aussi. Les fiches D'accord. techniques, Voilà. les normes, qu'on s'assure qu'on est dans les Ok. règles de l'art. Oui, Bon, oui. c'est- Ça, c'est C'est dans les chantiers de des projets bâtiments un peu plus complexes. un peu plus costauds Ok, quand même. hein. ok. Donc on n'a Mais pas. pour une maison individuelle, il n'y a pas de bureau de Non. contrôle. Il y a- Non. Pour une maison Ouais. individuelle, typiquement, la séquence, c'est architecte, obtention du permis de construire. Idéalement, donc si l'architecte, alors si c'est une maison particulière où justement la personne s'est fait plaisir, il vaut mieux que l'architecte soit là pour garantir la bonne finition de l'apparence du bâtiment, mais il ne peut pas se passer d'un chef d'orchestre, c'est-à-dire d'un conducteur de travaux. Ouais.
ne faites rien à distance. Vous allez vous planter pour 2 raisons. Un, c'est la cacophonie, donc chacun va venir comme il veut et vous allez exploser les scores au niveau des malfaçons et du retard. Deuxièmement, les entreprises n'étant pas sous le contrôle de quelqu'un ont toute raison, mais elles ont tout tort elles aussi. Troisièmement, les interfaces entre les corps d'État ne vont pas être respectées. Vous allez vous retrouver avec des étanchéités qui ont été faites et qui finalement ne tiennent pas suffisamment. L'étanchéité entre le cadran de la fenêtre et la fenêtre qui va pas le faire. Donc, à toutes les interfaces entre 2 corps d'État différents, vous allez avoir des soucis. Sans parler après du vol que vous pouvez avoir sur les chantiers, des arnaqueurs, de l'artisan qui est défaillant. Il faut que vous ayez quelqu'un sur place. Les discussions aussi viennent quand moi j'ai fait un travail. Moi j'ai fait mon travail. Oui. Sauf que je ne l'ai pas fait en temps et en heure. Donc, si je dois refaire ou revenir dans une intervention, c'est là où l'entreprise commence à dire oui, même moi j'ai fait mon travail. Maintenant, Absolument. si tu veux que je revienne, oui. Ça coûte temps. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir aussi ce chef d'orchestre en disant à quel moment il faut intervenir et aussi s'assurer que ce qui est exécuté, ça correspond déjà à ce qui était conçu. Donc, c'est un des rôles les plus importants sur un chantier. Ah non, mais c'est un rôle clé. Le rôle... je vous donne un exemple. Ce que je vais dans les extrêmes. Hein. Je prends l'exemple où c'est pas la petite maison de base, c'est un R+3 par exemple. Là, déjà, on commence à parler de calcul de structure. Il y a des sections d'armature minimales qui sont données par la note de calcul et qui doivent être vérifiées sur le chantier. On doit mettre les bons aciers aux bons endroits. Ensuite, vous avez la classe de résistance du béton. Ça va être un minimum un C25. Si vous n'êtes pas sur place pour vérifier que les aciers ont été mis au bon endroit et que c'est le bon béton qui a été coulé, vous n'êtes pas à l'abri de vous prendre le 2e étage sur la tronche. Oui, mais il y a ça aussi. Bien sûr. C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé. Il faut que vous vous assuriez de la solidité parce que mécanique tout ce qu'on a du parlé, bâtiment. en fait, on part du principe que les matériaux sont corrects et que les quantités sont correctes. Absolument. Mais il y a énormément de problèmes dans le fait qu'au lieu de couler, 100 kilos de béton, ils vont couler 50. Les points caractéristiques des bâtiments, c'est les zones qu'on frette. Donc les zones qu'on renforce justement parce que y a un grand porte-à-faux ou parce que je fais abstraction des zones sismiques, mais par exemple les chapeaux, on a des fissures de temps en temps sur des bâtiments qui sont neufs parce qu'à certains endroits bien précis, à l'encastrement de poutres ou bien quand vous faites un balcon, les aciers sont pas au même endroit. Et il y a des aciers de renfort bien précis. Si vous n'êtes pas du génie civil, vous pouvez pas savoir qu'il y en a. Exemple, parlons de la saignée qui n'a pas été faite. Alors, vous avez un mur nickel. Derrière ce mur, à l'intérieur de ce mur, en théorie, vous avez dû passer des fourreaux et une boîte de dérivation pour faire l'éclairage de la pièce qui est ici. Le maçon, il a bien posé le mur. L'électricien, il a bien posé son fil. Et le finisseur, qui n'est pas tout le temps à demeure, il est venu faire son crépissage. Vous arrivez devant le truc, ah punaise, j'ai oublié de passer le fourreau. Vous allez engueuler le maçon, il va dire, ah t'inquiète chef, j'arrive. Marteau burin, il va vous faire une saignée, il va vous mettre le fourreau et il va recrépir par-dessus. Vous êtes client, vous arrivez, qu'est-ce que c'est que c'est ? Vous me reprenez ça. Alors, c'est qui le responsable ? T'appelles le maçon, il va dire, chef, mon mur, il est debout. Ok. T'appelles l'électricien, il va dire, chef, ma gaine, elle est dans le mur. T'appelles le peintre, il va dire, chef, moi, que je suis arrivé, c'était lisse, j'ai peint. C'est très souvent tout le monde a raison, tout le monde a fait son travail. Mais comme la séquence n'a pas été respectée, c'est le maçon c'est le client qui va finir par payer. Et du coup, avec un conducteur de travaux... le conducteur va interdire au finisseur de finir le mur pour que le peintre vienne tant que le fourreau n'est pas posé. D'accord. Voilà. Donc c'est un rôle vraiment... bien évidemment. Ok. Ouais. Alors, dans les chantiers qui se passent bien, cette personne est inexistante parce que tout est organique. Donc, sa présence, elle est diluée dans la bonne réussite du chantier et des travaux. Mais quand vous n'avez pas un conducteur, vous avez toutes les images qu'on trouve sur Internet avec un tuyau qui passe au travers d'une poutre ou ce genre de choses. Justement, je serai à Abidjan donc le 13 de ce mois prochain, 13 mai. Et je vais présenter un peu ces méthodes qui permettent justement d'éviter tout ça. Ouais. Donc,
Quand vous faites un bâtiment, c'est très complexe. Voilà. Ouais, Et ouais, si vous n'avez pas les 7, votre chantier part à la cata. De plus en plus. Enfin, plus le C'est projet certain. est conséquent, Ouais. plus tu as d'acteurs. Oui, Ce qu'on Et fait, donc- c'est diviser les rôles. oui. Toi, Ludo, tu interviens en amont de tout ça pour planifier toute l'exécution. Tu interviens à quel moment? Alors, moi, dans les projets de construction, j'ai plusieurs rôles. Mm. Donc, je peux intervenir. Bon, on m'appelle très souvent pour des projets d'urgence. Ça, Ah oui, c'est le deep dive, ouais. Quand c'est la catastrophe, il y a du retard. Ludovic vient nous aider. Parce qu'on a des méthodes un peu particulières du Lean, qui est le tag time, Oui, oui. donc qui permettent de remettre un peu. Avoir un chef d'orchestre qui remette tout le monde en Renaître le chantier de ses cendres, quoi. Ouais, exactement. Oui. C'est ça. Et Ah oui. parfois, on est amené aussi à intervenir en amont du projet. Ça, c'est C'est-à-dire que bien. dès la phase, alors ça c'est l'idéal, Ça, c'est l'idéal. ça ouais. c'est l'idéal, Ah ouais, carrément. intervenir dès la phase, même d'avoir l'idée pour accompagner le client à son projet, ça c'est l'idéal. S'assurer Oui. que les différents acteurs Mm. et qu'on puisse bien encadrer pour que le projet ça se passe bien. Donc, Bien- je prends mon exemple. Oui. Je suis Cara de Diaspora. Mhm. J'ai envie de me construire un bâtiment en Afrique Oui. dans le but de faire des apparts, des Oui. locaux commerciaux, etc. Mhm. Oui. Mhm. Pour ce faire, la première chose que je peux faire et qui est souhaitable, c'est Mhm. je contacte Ludovic ou une entreprise dans la planification. Alors, l'idéal, ou Ludovic, ou Oui. une société, c'est ce qu'on appelle, donc moi je suis certifié PMP, Project Manager Professionnel, c'est un Project Manager. Mm. Le Oui, tout à Project fait. Manager, lui, il est carrément en amont du projet, Absolument. qui va vraiment accompagner, c'est ce qu'on appelle en France l'assistance à maîtrise d'ouvrage, Oui. le Ouais. client, Ouais. qui va l'accompagner justement Ok. à choisir son architecte, à choisir son bureau de contrôle, Ok. à choisir un conseil que je donne, et ben pour éviter ces phases-là, et ben de attribuer certaines choses à l'entreprise, de lui attribuer 2-3 lots. Comme ça, il peut pas venir. Non, mais tu vois, c'est le peintre qui a fait, Oui, absolument. qui a créé le problème. Bah, mais c'est ton lot. Mhm. Toi, tu as les deux travaux à faire. Oui. Si aujourd'hui il y a un problème entre ces deux lots, c'est ta coordination. Donc ça évite aussi un surcoût pour. Mm. Oui, donc absolument. on a un devoir de conseil sur toutes les étapes. Comment choisir, s'assurer que tout est dans les normes, les permis sont bien corrects. On connaît les organismes, c'est ça qu'il faut accompagner un client qui veut construire. Ouais, parce que là, on va passer à un sujet où je pense que vous avez des anecdotes dessus, c'est la Mhm. famille. C'est-à-dire que il y a énormément de cas où, oui, j'ai mon cousin qui est là-bas. Oui. Il va suivre mes travaux. C'est lui qui va être le conducteur de travaux, mais il connaît rien. Non. Ou il me dit qu'il connaît, il maîtrise. Il a déjà fait quelques chantiers, donc il maîtrise. Ou alors, comme le témoignage de tout à l'heure, j'envoie à mon frère, il va me construire ma maison. Moi, je ne suis pas sur place parce que j'ai mon travail ici. C'est vrai qu'il y a une réalité. Bien sûr. C'est-à-dire que les gens de la diaspora, ils sont ici. Mm. Parce que c'est ici qu'ils génèrent de l'argent. Mhm. Pour avoir un business qui marche en Afrique, ça prend quand même du temps. Il faut faire plusieurs allers-retours. Même, il faut être sur place. Mm. Et ça prend du temps. Oui. Donc, les gens, ils sont là, ils ont leur réalité. Ils ont Mm. leur argent qui est généré à l'extérieur. Ils l'envoient là-bas. Donc, de moins en moins, maintenant, je pense qu'avec tout ce qu'on dit, mais il y en a encore qui se font avoir. Surtout la génération d'avant. Mm. Donc, est-ce que, Djiby, toi, tu peux nous parler de ça, de tes conseils là sur exactement ça, Alors, et de faire aussi le schéma général. alors, je vous donne un conseil et après je fais part de mon expérience. Le conseil, c'est que je comprends parce que c'est culturel. Chaque fois quand il est question de renvoyer de l'argent au pays, on met sa famille. Très souvent, famille du premier cercle, donc frère, sœur, ou sinon beau-frère ou deuxième cercle, pas plus. Le conseil que je vous donne, et après je vais vous donner deux anecdotes, une perso pro et une perso perso, c'est de ne jamais, je dis bien jamais, confier à quelqu'un de votre famille la conduite des travaux. Un conducteur de travaux, c'est un métier à part entière. J'aurais dû noter son numéro dans le RNCP. Le conducteur de travaux, c'est un métier à part entière. C'est comme si vous disiez boulanger. Donc, le métier de conducteur de travaux ne s'improvise pas.
Et vous devriez demander à la personne de votre famille de se faire accompagner par un conducteur et d'être là-bas sur place comme étant vos yeux et vos oreilles et pour payer le conducteur et de payer les artisans. Point. Je répète, je vais essayer d'être très clair, ne pensez en aucun cas, même pour la maison la plus simple, que votre frère, votre sœur ou qui que ce soit qui ne soit pas du métier de formation puisse conduire vos travaux. Je mets le buzzer. Ah, pardon. Je mets le buzzer. Ah, j'aime bien Est-ce que tu peux répéter, Jimmy? Donc, si... alors, je suis conscient de cette habitude d'envoyer l'argent à la famille, mais ne confiez jamais à une personne de votre famille qui ne soit pas conducteur ou conductrice de travaux de formation, ou donc que ce ne soit pas son métier, de conduire vos travaux à votre absence. Vous pouvez lui envoyer la caisse et que la personne que vous avez désignée soit vos yeux et vos oreilles en votre absence et votre trésorier. Donc il est là, il vérifie donc il paye le conducteur et le conducteur qui a été payé et qui a un contrat ou une mission va s'assurer que le travail est bien fait. Deuxièmement, pour en revenir à la douloureuse expérience de la tante qui a envoyé 500 € par mois pendant tant de temps, bon, c'est vrai qu'elle aurait quand même pu se douter qu'un chantier ne dure pas aussi longtemps. Un chantier de bâtiment, même en R+10, même en traînant les pieds, vous allez le sortir en 5 ans maximum. Encore, vous êtes très très mauvais quand vous le sortez en 5 ans. Mais l'autre souci qui se pose, et je peux en parler, donc là c'est l'expérience perso, c'est que beaucoup de gens de notre famille voient la diaspora comme, entre guillemets, le summum de la réussite. Et puis avec tous les dérives des réseaux sociaux, les gens se mettent plus le côté bling-bling de leur vie en diaspora que leur situation réelle. Et pour beaucoup de gens de votre famille, si on ne se ment pas, vous êtes, entre guillemets, pas la poule aux œufs d'or, mais vous avez réussi, quoi. Donc 500 € de plus ou de moins dans votre poche, c'est rien. Parce que en Afrique de l'Ouest, si je prends le Mali que je connais très bien, avec 500 €, vous tenez 2 mois faciles, voire plus. OK ? Donc, il y a une mauvaise habitude qui s'installe en disant « Ouais, ben, le frère, il est en diaspo, 500 €, c'est rien pour lui. » Et il y a cette image que, de toute façon, c'est pas une grosse perte. Et même s'il vous a grignoté dans les 500 € ce mois-ci, il va se débrouiller pour les remettre plus tard, mais il se débrouille jamais. Mais après, en même temps, si on est tout à fait transparent, il faut pas leur en vouloir parce que beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, dont le mien fait partie puisque je suis malien, sont pas encore arrivés à un niveau où on est capable de donner du travail à tout le monde. Il y a le travail formel n'existe quasiment pas, ça je sais parce que je travaille actuellement au Sénégal. Le travail formel, il est encore très très pas assez suffisant. Et donc nos frères et sœurs qui sont là-bas sont en mode survie. Ils sont en mode survie. Ouais. Et pour peu qu'ils aient des enfants à nourrir, eh ben, dès qu'ils ont de l'argent qui arrive par MoneyGram ou Western en cash, il ne va pas rester longtemps dans ça. On en revient à la pyramide de Maslow, finalement. Ouais. Parce que moi qui vis en Côte d'Ivoire, quand je vois le SMIC, il est à 75 000 francs CFA. Ça fait 75, 750. Ça fait 110 euros. 118 euros, un truc comme ça. Ouais. La personne, elle a une famille, des fois, ils ont plusieurs familles, en fait. Et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Donc, comment ils font? Moi, j'arrête pas de... T'as les dépenses du quotidien, t'as la santé, t'as le transport. Oui. Ouais, bien sûr. T'as la santé, il suffit qu'il y ait un imprévu, ça y est, c'est la catastrophe. Non, c'est vrai. Hein. Donc, envoyer, je sais pas, 1 000 € pour dire, OK, sécurise-moi ma parcelle, mais... La personne qui reçoit 1 000 € son salaire, ouais, quasiment. C'est une vérité. Hein. Et donc, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de malveillance de leur part, mais il y a ce risque-là. Mais après, en diaspo, souvent, ils disent « Ouais, mais du coup, maintenant, c'est... Non, on ne confie plus rien à nos familles. » Alors. On ne confie plus rien à nos familles. Alors. Vas-y. Non, enfin, j'ai un de mes employés, Cotier, il est ivoirien, et on échange sur ces sujets-là. Et en effet, dire que c'est quelque chose qui est généralisé, c'est pas toujours le cas. Oui. Mais en effet, ça arrive. Ça arrive parce que, comme vous dites, on n'est pas du tout dans la même... les salaires sont très, très, très bas. Oui. Et ce qui fait que quand j'envoie à certaines sommes d'argent, c'est une nécessité. Pour moi, c'est pas une question d'argent. Je mets même pas en porte-à-faux la personne qui en profite. Oui, il n'y a pas de choix. Parfois, on l'aurait fait certainement aussi. C'est une question de nécessité. De survie. C'est normal. Ouais.
C'est normal. Et c'est pas de l'argent avec quoi la personne s'est acheté des bijoux, elle a fait que manger. Hein. Mais le truc que les diaspos aussi ne comprennent pas forcément, c'est mais tu m'as confirmé, je t'envoie 1 000 €. Tu me dis que tu vas faire ça avec mes 1 000 €. Oui. Mais toi, tu prends mes 1 000 €, tu vas t'acheter un frigo, tu vas t'acheter... c'est ça aussi le problème. Ouais. C'est que j'envoie 1 000 €, tu es censé faire ça avec mes 1 000 €. Oui. Oui, mais toi, tu prends mes 1 000 €, tu me confirmes que oui, je vais aller faire... regardez, en fait, vous tombez dans un piège que vous êtes vous-même tendu. Exactement. Vous partez du principe que votre famille ne va jamais vous trahir. Mais en fait, au fond de vous, la trahison à laquelle vous pensez, c'est la malveillance ou la volonté de nuire. Mais la personne qui vous a mangé... Bon, après, c'est la personne qui a fait disparaître le bâtiment de l'Atlantide. Non, elle était malveillante puisqu'elle a manipulé sa mère en disant bah, « Tiens, t'as vu, le bâtiment, il monte et c'était le bâtiment d'à côté. » Non, je me mets dans le cas de figure où une petite maison à... On a dit combien? 50 000 €? Tu peux construire une maison à Abidjan? Ouais, 64. J'ai d'ailleurs expliqué un petit schéma pour éviter la confusion entre coût du terrain, coût d'exécution, la marge que va prendre l'entreprise et les frais annexes. Oui, mais mettons, pour 60 000 €, vous construisez une maison en Afrique de l'Ouest. C'est une somme qui peut sembler relativement atteignable en France, mais pour une personne en diaspora, qui reste au pays, c'est de l'argent qu'il ne verra jamais une autre fois dans sa vie. Alors vous vous êtes dit, bon, je ne vais pas envoyer ça à ce que nous on appelle un étranger, je vais le mettre entre les mains de mon frère ou de mon beau-frère. Eh ben, c'est justement parce que vous l'avez mis entre ses mains et qu'il n'est pas dans une situation financière confortable qu'il a grignoté dans votre caisse, sans vouloir, entre guillemets, vous nuire, quoi. Donc, en tout cas, vraiment, le conseil que je donne, et en plus de ça, souvent, quand vous le faites, c'est pas que pour le trésorier, c'est pour la conduite de travaux. Donc, comme je le disais avant la punchline de tout à l'heure, nommez un conducteur de travaux dont c'est le métier et désignez votre frère comme étant votre représentant. Et comme a dit Ludo tout à l'heure en commençant le podcast, il faut que vous séquenciez vos travaux. Si vous avez, vous avez 60 000 € et qu'il y a 3 500 € pour les fondations, n'envoyez pas 10 000 dès le départ. Ouais, parce que votre argent va le manger. Ouais. Envoyez par jalon. Par jalon, Et on voit la réalisation. Et après, Par contre, pour compléter ce que je viens de dire, pour pas qu'il y ait de mésaventures, si, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ce sont des sommes que nos cousins restés au pays ne verront jamais de leur vie. Ils ne produiront jamais cet argent-là. Donc, plutôt que de lui envoyer la caisse et de le laisser livrer à lui-même, pensez à lui envoyer un petit quelque chose. Parce que souvent, on a tendance à se dire « Ah, comme c'est la famille, il ne va pas me faire payer. » Non, votre personne qui se porte garant c'est l'assurance vie de la bonne conduite de vos travaux chez vous, je pense que vous devriez penser pas à la salariser, mais qu'il ait sa part dedans. Bien sûr. Pour pas qu'il soit tenté de taper, et puis après, il a commencé avec une phalange et il finit avec l'épaule. Mais par exemple, si j'ai mon père au pays qui est rentré après la retraite, je donne un exemple, et qui dit « Oui, moi, je peux gérer tes travaux », ou alors un cousin ou quoi. Mais comment on lui dit « Je t'aime, mais... » j'ai pas envie que tu gères mes travaux. Comment ça se passe? Est-ce que je peux donner une anecdote? Donc là, ce que je viens de dire, c'était l'anecdote perso-pro. Maintenant, je donne la perso-perso. Papa, si tu m'entends, ne m'en veux pas, plus pas à son âme. Il est décédé il y a 6 ans, jour pour jour, aujourd'hui. Donc, quand on était jeune, mon père voulait absolument construire une maison en ciment, dont de toute façon, ça a été fait depuis, au village. Parce que toutes les maisons à l'époque, quand mon père est venu en France dans les années 60, c'était que du banco. Par contre, ça tient super bien. Bref, je te parle de ça. Donc, je suis parti acheter là, en 2005. En 98 ou 2000, mon père fait réunion de famille. Parce qu'on commençait tous à avoir nos tafs et tout ça. Et dit, bon, maintenant, ça suffit. Je vais construire une maison en ciment au pays, etc. etc. Et je me souviens comme si c'était hier. Non, pardon, c'était en 2000. C'était en 2000 parce que j'étais fiancé. Donc, il réunit tous les grands de la famille. Donc, c'était nos premiers salaires. Et il nous demande 700 balles, chacun. 700 € de l'époque. Hein. Bon, pas de problème, on se cotise. Moi, mon grand frère, ma grande sœur, etc. Et je me dis, papa, mais tu veux pas plutôt qu'on envoie par phase, comme disait Ludo? Non, t'inquiète. Donc, donnez-moi les 700 balles. Et moi, je vais m'occuper d'envoyer là-bas. Je vous jure devant Dieu que c'est vrai. Ah, Seigneur. Donc,
il désigne mon beau-frère, donc le frère le mari de ma sœur, pour qu'il conduise les travaux. Et il lui envoie de quoi faire. Alors, c'est une maison simple, hein, c'était une maison qu'en briques. Donc, mon beau-frère réunit quelques cousins et quelques gars dans le village pour ce qu'on appelle taper les briques. Parce que nous, les briques, c'est sable, ciment, on tape, on les fait sécher, etc. Donc, on lui envoie le cash et il achète des tonnes de ciment et des tonnes de sable parce que avoir des tonnes de ciment en Afrique, ça parle, quoi. D'ailleurs, quand tu vas construire à Bamako, on te dit combien de tonnes. On ne te demande pas combien de mètres cubes. Donc, combien de tonnes de ciment. Et dans son mélange, puisqu'il n'a jamais fait de briques de sa vie, etc., il fait un mélange de sable et de ciment où il y a plus de ciment. On a tout perdu. Tout refait. Ah ouais. Je répète, papa, paix à ton âme, mais si tu m'entends, tu peux confirmer ce que je dis. Donc, il envoie le cash. Mes cousins, pensant bien se faire, ils prennent une dizaine de gars et ça tape des briques. Et ça boit du thé. Ça tape paf, pif, paf, pouf. Et on a bien la confirmation, parce qu'on avait mis quelques personnes pour nous renseigner dans le village, que les briques, elles sont bien là en train de sécher. Et punaise, il y avait plus de ciment que de sable. La réaction chimique, elle se fait pas. Les briques, c'était des biscuits granola. Enfin, des petits beurres. Attends, parce que ça, encore une fois, papa, paix à ton âme, ça a foutu le bordel après dans la famille. C'est quand papa a dit, ouais, finalement, les briques, ça n'a pas marché, etc. Donc, elles étaient stockées derrière la maison. Moi, j'y vais en 2001 ou 2002. Les briques, mais il n'y avait rien à y faire. Il y avait les chats qui venaient mettre bas et les poules qui venaient planquer leurs œufs dedans, pour te dire. Et donc, ça a foutu de la friction au sein de la famille, puisque depuis ce jour-là, mon père a pensé que on avait perdu sa confiance, alors qu'on on était certain qu'il fallait plus recommencer l'opération. Il se passe 3 ou 4 ans, on recotise une fois, et là, par contre, j'ai dit, papa, la maison au village, on va la faire après, on va d'abord sécuriser une maison pour toi à Bamako. Donc, tu pars à Bamako, tu fais le tour, dès que tu as trouvé une maison, tu m'appelles. Donc, mon père m'appelle, c'était en 2005, ça. Ouais, JB, c'est bon, j'ai trouvé une maison, tu peux venir. Donc, je le rejoins au village, je le rejoins à Bamako. On achète sa maison, je m'assure du titre foncier définitif, on finit les travaux de la maison et je rentre en France. Donc, le fait que mon père ait déjà une maison à la capitale, lui, son rêve ultime, en tant que diaspo de la deuxième vague, c'était d'avoir une maison. Et je dis, papa, maintenant que tu as ta maison à Bamako, on construira ta maison après le village. Et on a construit sa maison, on a fini il y a 2 ans. Après son décès, malheureusement, mais on a sa maison là où il avait toujours voulu la faire. Ouais. Et mes 2 sont vivants, il n'a jamais vu cette maison-là. Elle a été construite 24 ans après. Donc, c'est-à-dire que si on avait planifié comme on oui, devait planifier... déjà, il ne fallait pas tout envoyer. Pas tout envoyer avec des jalons, en prenant un bon conducteur de travaux, etc. Oui, alors c'est que donc oui, pour être tout à fait précis, la maison qui a été construite, je te dis, il y a 2 ans, c'est mon petit frère qui est parti la construire sur son temps de travail. Ouais, mais je te parle de avant, moi. Je te parle de en 2000. Ah non, les briques étaient... en fait, si tu veux... ça même pas... Les briques, elles avaient séché. Quand tu les prenais, elles s'effritaient dans tes mains. Donc la maison, elle n'est jamais sortie de terre. Et mon père est parti malheureusement sans voir sa maison construite, quoi. Et parfois, la famille ne dit rien. Non, oui. C'est ça aussi, on fait confiance, mais j'ai commis une erreur. Exact. Et mon beau-frère, avec tout le respect que j'ai pour lui, il était persuadé, puisque mon père avait envoyé des tonnes de ciment, que plus tu mettais du ciment dans le mélange sable-ciment, plus c'était dur. Mais en fait, si tu veux, la brique, c'était un bloc de ciment, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, il a brûlé tout l'argent qu'on avait envoyé dans ce truc-là. Moi, j'y suis allé pour voir ma mère qui habite là-bas. Je vais voir les briques, qui étaient le scandale familial de l'époque. Et effectivement, elles étaient absolument inutilisables. Ouais, c'est-à-dire que tout ce qu'on a envoyé a été brûlé. Et il n'a pas voulu mal faire. Hein. C'est simplement qu'il ne savait pas qu'il y avait des proportions à respecter. Il y a certains métiers, c'est comme ça ne s'improvise pas. Je ne peux pas improviser. La médecine, par exemple, pareil. Je ne vais pas dire, non, je suis malade. Qu'est-ce que je ne peux pas demander à quelqu'un de ma famille de me dire quels sont les soins. Oui. Par contre, la personne de la famille, elle peut surveiller que le médecin s'occupe bien de toi. Exactement. C'est ça. Donc, c'est quand même... C'est une anecdote, c'est du vécu, de ouf, quand même. C'est du vécu. Hein. Et pour être certain qu'on n'ait pas ce problème-là avec tous les moyens de contrôle qu'on a, c'est mon petit frère, Amadou, si tu m'entends, je te fais un petit coucou, qui a pris sur son temps de travail, avec l'accord de son patron, pour conduire les travaux sur place, quoi. Et donc, il m'a envoyé les photos. Moi, j'habitais à Montpellier à l'époque, et je vérifiais
Je dis, tiens, va voir, est-ce que tu as bien 4 barres de 10? Tiens, prends-moi la photo. Bien sûr, Ah ouais. bien évidemment. Ça, c'est un exemple de sans être sur place. Ah Ça oui, peut- mon ça- frère ça- était- La mon quantité frère de ciment, jamais, on Bien va sûr. dire, mais... bah oui, si tu es sur place, tu vois la quantité de ciment qu'il est en train de mettre, ça, Bien sûr. tout de suite, Tout de ça suite, te t'arrêtes, rappelle. bien évidemment. Mm. Et on a réussi, on en a fait 3 d'affilée avec une personne sur place. Moi, je suis allé faire celle de 2005 et mon petit frère, il a fait 2021-2023, juste après le Covid et 2 ans après. Ton frère, il est dans les BTP aussi? Non, absolument pas. Lui, il est dans fibre optique. Ok. Donc, lui, il partait être mes yeux, mes oreilles et moi, je pilotais tout de Montpellier. D'accord. Ok. Ah, mon gars, il n'y a pas une barre qu'on a posée à côté. Ah oui. Ouais. Il disait, va à tel endroit, mesure, tu dois trouver 55 cm, c'est bon. Et je lui ai fait prendre des photos de tous les côtés du bâtiment, de tous les points où il fallait enchevêtrer la terrasse, l'escalier avec les chapeaux. Et le maçon a dit, je n'ai jamais posé ces barres de toute ma vie. Et je lui ai dit, bah, sur toutes les maisons où tu as fait un accès en terrasse, est-ce qu'à tel endroit, ça n'a pas fissuré? Si, ça fissure toujours. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu mets ces barres-là, ça ne fissurera plus. Ah ouais, c'est fou. Toi, Ludo, tu as des expériences comme ça à distance ou tu as déjà entendu des anecdotes comme ça ou... Des projets qui ont des problèmes, Ouais. plein, parce que le bâtiment, c'est C'est compliqué, très, en fait. très, très complexe. Il y a Ouais. plein de facteurs, il y a tellement de variabilité, tellement de facteurs externes. T'as tout, ouais. On a même des choses qu'on ne maîtrise pas, les intempéries. Ouais, Ouais. D'ailleurs, c'est un vrai problème. Là, on va rentrer dans une période de pluie. Oui, tout à fait. Et ça, il faut l'anticiper. Oui. Il faudrait sécuriser le projet. Saison des pluies, Donc, il y a ça des commence choses à vraiment. faire. À Du coup, ça à a, anticiper. ça a un impact sur la planification. Ouais, sur Bien tout, sûr. tout, Ouais. tout. En Afrique de l'Ouest, la saison des pluies, c'est... Et Limite, les chantiers sont à l'arrêt, quoi. 3 mois, tous les chantiers extérieurs, oui. On a accompagné un client, par exemple, en Suisse, en haute montagne. Et ben, je peux faire les travaux pendant Que l'été. 3-4 mois. 4 mois, ouais. Mmh. La Donc, pré-saison de ski. tu dois tout organiser. On parlera après de la fabrication. Tu dois organiser tout pour cette période-là et tu es obligé de finir. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire je vais faire jusqu'à telle phase. Ben non, il faudra peut-être s'assurer que j'arrive à un jalon pour après faire un arrêt de chantier pendant X mois parce qu'il y a Oui, des tout à périodes fait. de neige, il y a des périodes de tourisme, donc il y a des choses qu'il faut sécuriser. Donc ça, c'est un exemple par rapport au projet. Mais c'est très, très, très complexe. Très complexe. Bah justement, je rebondis sur ça, parce que là, on a parlé de vraiment beaucoup de sujets super intéressants. Là, j'aimerais bien qu'on récapitule un peu, construire étape par étape, donc sans se faire avoir, quoi. Donc, on a posé le constat, on a parlé de quoi faire, pourquoi, des acteurs, etc. Oui. Maintenant, ce serait bien d'avoir un fil rouge. Donc, on prend quelqu'un, on va prendre quelqu'un de la diaspora qui veut construire la maison familiale. D'accord, Voilà, ok. 200 mètres Plus carrés, R+3, etc. Ouais, belle maison. Étape 1, c'est le terrain, on Oui. va dire. Absolument. Ok. L'objectif. Qu'est-ce ok. L'objectif. que je veux de ma maison? Quel est le futur? Qu'est-ce que je vais en faire dans un futur? Même si c'est un héritage. Est-ce qu'il va y avoir ma famille? Est-ce qu'on va vivre absolument. ensemble? Oui. Il y a toute une réflexion qui permet déjà de configurer mon Exactement. objet. Mm. D'accord? Ma maison. Ok. Donc, et après cet objectif-là, Donc, une fois que j'ai l'objectif, Architecte. euh, j'ai besoin d'un terrain. Maîtrise parcellaire. Donc Voilà. Tout ce qui est la parcelle. Le terrain. Je vais à urbanisme, que la Absolument. parcelle existe, que les documents existent. Et après, j'achète ma parcelle. Oui. Une fois que j'ai ma parcelle, là, je choisis tous les acteurs. ok. Oui. L'architecte, L'architecte, voilà, Le maîtrise d'œuvre, donc on est tous les Et le acteurs. conducteur de travaux. On fait tous les permis qui permettent d'attaquer avant la construction. Absolument. Permis de construire, que je vais pouvoir peut-être accorder Permis de raccordement voilà, à l'eau, permis de raccordement à l'eau, donc tous ces fibre optique, éléments-là. électricité, tout ça. Ouais. Et après, je choisis mes entreprises. d'exécution. Voilà. Ouais. Oui, absolument. Entreprise générale, corps d'état séparé, Ouais. et il y a le conducteur. Ouais. Donc, dans l'entreprise générale, normalement, Le il conducteur, il est intégré il est dedans. intégré. Mm. Et une fois que je fais ça, je prépare mon chantier. Oui. C'est-à-dire que je ne Oui. passe pas à l'exécution. Et c'est là où je vais définir qu'est-ce que je vais faire, comment ça va être fait, les étapes, Oui. les jalons d'exécution et les jalons de paiement. Il y a un Oui. truc qu'on n'a pas parlé aussi, c'est le budget. Parce que là, quand tu as dit Oh paiement, oui. on n'a pas parlé Alors, de budget. Alors, combien ça coûte Je- de construire une maison Je On vous a ai partagé le- un petit tableau. Alors Ouais. moi, je préfère, pour que ça soit facile aux personnes qui sont avec nous, c'est le prix au mètre carré. Oui, Donc je c'est vous ai mieux. partagé un petit tableau de prix de construction. Mais il y a je ne veux pas dire que c'est, encore une fois, je reviens sur le sujet de l'arnaque, c'est de la méconnaissance. C'est qu'aujourd'hui, dans un projet, on a ce qu'on appelle le coût du terrain
Oui, tout à fait. Le coût de la construction, la marge que va prendre. Donc, parce que une chose, c'est combien coûte la construction. Donc, c'est X. Mais après, il y a la marge que va peut-être prendre aussi l'entreprise générale et tous les frais annexes. Tout à fait. Et aujourd'hui, moi, j'ai commencé à étudier plusieurs marchés. Et les gens disent coût de construction. Et parfois, il y a le coût du terrain qui est intégré. Oui. Parfois, il n'y a pas le coût du terrain qui est intégré. Parfois, il y a la marge qui n'est pas intégrée. Les frais annexes qui ne sont pas intégrés. Pour ça, je disais tout à l'heure, sécurisez-vous. Qu'est-ce qui est inclus? Oui. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Comme ça rassure le client. Il va pouvoir voir est-ce que ça comprend le coût du terrain, les frais annexes de raccordement. J'ai plein de projets actuellement qui sont finis. Je n'ai pas d'électricité. Oh, punaise. Voilà. Donc, Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu en amont. J'ai cette fameuse préparation. Est-ce qu'on a été avoir à l'urbanisme? Est-ce que je vais pouvoir me raccorder? Absolument. C'est ça les prérequis en amont. Oui, parce que c'est-à-dire que la zone n'est pas électrifiée. Exactement. Et on l'a construit comme ça? Après, il se peut. Après, à l'urbanisme, on te dit, tu es sur groupe électrogène ou tu es en indépendant. Ça peut arriver. Ouais. Vous avez des et après, zones, tu te raccordes après. Et après, ou alors, j'ai un autre projet. On nous dit, il va y avoir de l'électricité. Ah oui, ça arrive souvent. Tout de suite, OK. Bon, et l'eau, surtout. Mais ça, j'ai trop entendu. À quelle date? J'ai vérifié des terrains, justement. Je rebondis dessus. J'ai visité des terrains, machin. Ah, il y a bientôt l'électricité, t'inquiète pas. Non. Il y a bientôt l'électricité. Faut tout formaliser. Ça, c'est ce qu'on a. Je suis vraiment désolé. Il y a des étapes à tenir. Voilà. Une fois que j'arrive à toutes ces... Je prépare mon chantier et c'est seulement après que je commence à construire. Plus vous allez s'attaquer directement à la construction, plus vous allez subir. Exactement. Et ce qui dit subir, vous allez subir dans le temps, vous allez subir dans le délai et vous allez subir dans la qualité. C'est les trois éléments. Ça me rappelle, parce que moi je suis développeur, je fais un parallèle avec le dev en fait. Et le développement, mieux tu planifies en amont tout ce que tu vas faire, plus l'exécution sera facile. Si on pouvait l'assimiler, un chantier, c'est un plan de bataille. Hein. Exactement. On planifie un chantier exactement comme on va à une guerre. J'aime pas faire ce genre de parallèle avec le contexte actuel, mais ça se planifie. Il n'y a rien d'improvisé. Hein. Enfin, le client ne le voit jamais. Lui, il arrive, la maison, elle est belle, elle est construite. Mais si on vous partagez les coulisses de la préparation, que ce soit dans le chat des contractants, dans la planification, les intempéries, on va jusqu'à planifier les jours fériés. Est-ce qu'on est à la bourre, on fait du double shift? Est-ce qu'on bosse le jour, la nuit, le week-end ou pas? Ça va vite. Hein. Quand dans les pays d'Afrique de l'Ouest, le ramadan, pendant la période du ramadan, peu sont les artisans qui travaillent. Ils préfèrent bourrer juste avant. Après, il y a la saison des pluies. Et très souvent, juste après la saison des pluies, on va cultiver. Et beaucoup de gens qui sont à Bamako retournent au village pour aller cultiver l'arachide ou le maïs dans les champs. Il y a tout un contexte socio-économique à prendre en compte. Il y a les jours fériés aussi. Bien sûr. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de jours fériés. Ouais. Il faut prendre en compte, il faut tout prendre en compte. Ouais. Toi, Chiara, je crois que tu es informaticien. Tu connais les méthodes agiles. Ouais. Et c'est exactement ce qu'on fait dans l'agilité. Je vous ai partagé une photo dans laquelle, dans la salle, il y a toutes les personnes qui collaborent. La méthode, il faut être agile pour faire face à tous les problèmes qu'on va rencontrer dans le projet. Ouais, clairement. Donc, c'est vrai. Et puis, pour faire le parallèle avec ce que dit Ludo, nous, on fait... donc, la planification de chantier, elle est fondamentale. Et d'ailleurs, c'est l'outil du conducteur de travaux. Le conducteur de travaux utilise le planning comme toi, tu vas utiliser Waze pour partir d'ici et arriver à Saint-Pétersbourg. C'est à la fois sa feuille de route, ça lui donne la cadence à laquelle il doit aller, pas trop vite pour que tout le monde ait eu le temps de passer, pas trop lentement pour ne pas perdre la cadence de production du chantier. Et sans le planning, tu navigues à vue, comme on dit. Quoi. Et le planning aussi, il te permet de savoir qui doit venir quand, surtout quand tu commences à avoir plusieurs centaines de mètres carrés de surface. Tu peux planifier tes achats de matériaux. Comme disait Ludo, il n'y a pas besoin d'aller acheter le carrelage quand tu es aux fondations. Ça permet aussi de lisser les coûts. D'éviter de faire des gros apports. Absolument. Parce qu'aussi, il y a le stockage de matériel, Absolument. j'imagine. Il y a les vols. Il y a le vol aussi. Donc, il faut s'assurer. La casse. Il y a plein de prérequis, la casse. Et donc, si je reviens à ce qu'on disait, donc là, on arrive à la préparation, donc la partie planning. Dès que je commence à exécuter, il y a quelque chose qui va venir en parallèle, c'est le contrôle et le suivi. Absolument. Voilà.
Et c'est là, jusqu'après, que je livre. Je passe par différents jalons et je donne mon livrable. Et c'est ce qui permet d'être ce qu'on appelle dans la proaction. Tu es toujours proactif. Par contre, quand tu es dans la réaction, c'est-à-dire qu'il t'arrive une coquille et tu essaies d'improviser ou de réagir, tu perds. Et c'est là où ça coûte cher, quoi. Exactement. Bien sûr. Alors, j'ai envie de décortiquer l'exécution. Ouais. Alors, il y a des grandes étapes dans l'exécution. Est-ce qu'on peut les décortiquer, les fondations, la structure, etc. Oui, vas-y. Je rappelle. Donc, d'abord, on a Géotechnique. l'implantation. Je vais implanter mon bâtiment. D'accord. Géotechnique. Géotechnique, c'est que le sol soit capable de résister au poids du bâtiment. bâtiment. Parfois, est-ce que c'est un bon terrain? Donc, ça, pareil, conformément, j'ouvre mes fondations parce qu'elles sont intérêts. Il faut avoir des connaissances parce que suivant ce que tu vas retrouver quand tu commences à ouvrir le sol, c'est un terrain sableux, ça peut être l'apparition d'eau. Il y a plein de choses qui peuvent causer des problèmes. Donc, première chose, c'est si jamais le projet a besoin d'un géotechnicien. Donc, première chose, quelle est la nature du terrain. D'accord. Donc, une fois que je commence, là, je vais commencer l'exécution. Donc, je vais commencer par mes fondations. Donc, la base, c'est sur quoi je vais mettre ma maison. Voilà. Une fois que j'ai fait les fondations, je travaille sur la structure. Les poteaux, poutres, dalles, ça va dépendre des bâtiments, ça va dépendre aussi des pays. Les propres, on le fait en maçonnerie et en remplissant certains blocs de béton, se transforment en poteaux. Donc ça se fait en parallèle. Les aglos à blancher. Les aglos à blancher. Donc une fois que j'ai ma structure, je commence à mettre donc ma couverture, donc avec un toit et une couverture qui vient couvrir. Et après, je mets mes fenêtres. C'est ce qui permet tout de suite d'obtenir mon hors d'eau et hors d'air. Pour éviter, donc ça permet aussi de sécuriser ce que je vais mettre à l'intérieur. Donc ma maison, elle commence à être fermée. Porte, fenêtre, voilà. Personne, il n'y a que moi qui peut accéder. Absolument. Et après, il y a les différents corps d'État qui vont intervenir. Donc, pilier visité, la cloison, elle se fait pareil en briques. Oui. D'accord. On n'a pas l'habitude, ça dépend des pays, on fait du placo, mais c'est très rare. Oui, c'est briques. Ouais. Donc, on fait des saignées pour faire les incorporations. Après, on vient recouvrir l'ensemble des éléments. Les enduits. Et après, on s'attaque au sol. Ça va dépendre des ordonnancements, des gens qui préfèrent faire la peinture avant et les sols après. Voilà. Mais on arrive dans des finitions, des corps d'état de finition. Et après, on vient mettre les portes intérieures, menuiserie intérieure. À la fin. Voilà les grands phasages. Surtout pas pendant, parce que sinon... Oui, sinon, si on les met tout de exposé. suite, les portes, j'ai des coudes à droite et à gauche. Donc, on essaye au maximum de les mettre au plus tard. Donc, il y a différentes techniques qui peuvent coûter un peu plus cher, mais je m'assure que mon ouvrage a une très bonne qualité. En Espagne, par exemple, on vient mettre les portes tout à la fin parce qu'on arrive à faire des embrassements au niveau des murs. Donc en France, on a tendance à faire d'incorporer un châssis. Un châssis. Que ce châssis ce qu'on appelle un dormant. Défoncé, un dormant qui est défoncé au cours de chantier. On met les portes très très tôt parfois aussi. Oui. Ce qui fait qu'on a beaucoup de malfaçons. Donc il y a aussi un bon ordonnancement à faire. Super. Donc les étapes, c'est toujours comme ça, toujours les mêmes. Quel que soit l'ouvrage, où qu'il soit dans le monde. Okay. C'est toujours cette séquence de construction. C'est super parce qu'en fait, moi, je ne savais pas. Hein. Donc, il y a énormément de gens qui vont découvrir des choses là. Ça, c'est d'utilité publique. Donc, suivi à distance, on dit que c'est mort. Mais par contre, tu nous as parlé de caméra 360 tout à l'heure. Ah oui. Oui, il y a plein de technologies aujourd'hui. Et pourquoi ? Enfin, moi, j'utilise la caméra 360 parce que avec une simple photo, là, tu peux. Soit c'est une photo d'un chantier à côté. La caméra 360, c'est différent. Même actuellement, vous avez des applications qui permettent de repérer, c'est ce que je fais sur mes projets, mes photos 360 sont repérées et par phasage. Donc, tu vas sur un projet, je clique dans la salle à manger, j'ai tout l'historique de toutes mes photos et je vois l'évolution. Absolument. Et je peux tourner la photo en 360. Il y a plein de moyens aujourd'hui de même suivre un chantier en direct. Absolument, oui. Vous pouvez faire un appel en visio et de voir comment ça se passe sur un projet. Donc en effet, parfois, pour éviter des coûts supplémentaires, sur certaines phases de projet, on peut suivre
un projet à distance, Oui. mais pas tout le projet à distance. Oui. Et comme disait JB, Il à faut un moment aller donné, voir, quoi. voilà, à Oui, un moment donné, il y a certaines étapes, certains jalons. Critique où il faut être sur place. très critique. Lesquels, faut être sur place. lesquels Les fondations, par exemple. Avant de couler, ouais, quand tu as ouvert le voilà, sol, pour savoir ce sur quoi tu vas t'appuyer, que j'ai- il ne faut surtout pas se louper au niveau des fondations. Les fondations, c'est Si la on loupe les base. fondations, parce que je vivais à Paris, là, dans le 18e. Et il y a un bâtiment voisin du mien qui devait être reconstruit parce qu'ils avaient foiré les fondations. Oh, Seigneur. Mais ça, ils ont découvert ça, Genre, peut-être le maître des te années dit- après. Des années après. Hein. Mais ils ont vidé ils ont viré tout le monde Tu expropries, ouais. et ils devaient refaire Alors, les fondations. question, c'est le sol qui était pas bon ou les fondations? Je crois que c'est les fondations qui étaient pas Il y a- bonnes. il y a- Je sais plus. il y a plusieurs. Enfin, moi, j'ai T'as tous les cas de figure. J'ai C'est tous les soit cas de t'es sur figure. un sol. j'ai eu des calcaire, projets, par exemple, ça etc. peut être anecdotique, une fuite dans une évacuation. Oh, Donc, ouais. Aujourd'hui, quand on fait le bâtiment, il y a aussi le réseau d'évacuation D'évacuation. des zones sanitaires qui vont sortir dans le bâtiment. Parfois, il y a une malfaçon dans l'exécution du raccordement et il y a de l'eau, elle ne ruisselle pas par le tuyau, elle sort. Donc, à un moment donné, l'eau va sortir sous le bâtiment Oh, punaise. et va commencer à faire raviner, son ça s'appelle. parcours à Ouais. raviner et venir peut-être défiler sous une fondation. Et ça peut créer un déséquilibre. Un déséquilibre. Ouais, peut-être Ah, que c'est ça. sûr. Peut-être que Voilà. c'était ça. Donc, Parce c'est que le pas bâtiment, il forcément- avait tenu quand même des années. Oui, ça peut être le cas. Ouais. Une évacuation qui une fuite. Oui. Après ça, de toute Euh, façon, tu vas vite le voir. Il y a une fissure caractéristique qui va apparaître dans le bâtiment, ce qu'on appelle la fissure A45. C'est une fissure de rupture. Et quand tu as ça, c'est qu'en dessous, c'est parti. Il y a le changement climatique parfois. Aussi, oui. Que quand les terrains commencent à sécher, Oui. donc Les surtout, argiles les se argiles, rétractent. Ouais. il y a une rétraction des argiles, donc ça peut créer aussi des problèmes du bâtiment. Donc, C'est fou, quoi. Putain, il y a beaucoup de valeur dans ce podcast-là. c'est fou. Ok, donc, donc rapport avec des photos 360, passer par des applications, venir, donc on a dit les fondations. Oui. Après, Moi, je pense toute la au partie, kick-off. voilà, les Le- fondations, le- avant de couler, donc s'assurer les aciers, Oui. et après toute la phase structure. Si on a des problèmes après, ce qui est indispensable, c'est la partie structurelle. Oui. Pourquoi? Parce C'est qu'on la- joue avec les vies l'ossature des du personnes. bâtiment. Ouais, Mmh. absolument. Il peut y avoir peut-être une cloison qui va tomber, un morceau de faux plafond. Un faux plafond, ça peut créer un accident à une personne, mais une structure qui tombe, ce sont Ah des non, c'est vies fini. qui sont- Déjà, donc, vous tuez des donc gens, voilà. malheureusement. Donc, il faut bien s'assurer que cette partie-là, elle soit bien exécutée. Oui. Et après, il y a tous les phasages, comme disait Oui. JB tout à l'heure, et les petites anecdotes. Oui. S'assurer que chaque lot Oui. intervient au bon moment. Surtout si vous avez Qui est d'abord l'électricien, le plombier, il y a des Surtout croisements quand il y a du routing, qui ouais. se passent. Voilà. C'est ce que dit Ludo, des croisements de réseau entre Maintenant, il y a la fibre optique, les réseaux vidéo, donc entre les courants forts, les courants faibles, l'eau, l'électricité, etc., qui se croisent dans la structure du bâtiment. Donc, il y a des trous à prévoir en phase amont. Et quand ils n'ont pas été faits, parce que ça arrive malheureusement, on ne peut pas percer n'importe où dans une structure en béton. Surtout pas. J'ai Enfin, je sais j'ai pas pu si t'as voir une des anecdote. anecdotes où les gens font des saignées sur des poteaux. Ah non, des poteaux de là, tu structure. descends Jamais, Ah, jamais. Parce que bah oui. il n'y a pas eu une réflexion, ils ne connaissent pas le bâtiment. Il faut que j'aille d'un point B à bah, il passe, point A à il B. passe- Oh. Il y a un poteau, c'est pareil, je fais ma saignée, c'est pas grave. Alors Donc, que c'est- si ça avait été anticipé, puisque le conducteur de travaux superpose les plans de tout le monde, eh ben, avant de couler la poutre, il met ce qu'on appelle un petit fourreau, une réservation, ce qui fait que la poutre, elle a sa continuité qui est assurée, et vous n'avez plus qu'à passer dedans et vous reboucher derrière. Quoi. Et aller taper dans une poutre qui a été coulée, Mais ça arrive. ça arrive, hein. Même- Et ça arrive même, avec des gens qui ne connaissent pas, en gros. ah oui. Ou alors Alors- même des gens qui connaissent se font avoir parfois. Alors, moi, c'est pour ça qu'en résumé, je dirais, Ludo, tu m'arrêtes si je me trompe, vous ne pouvez pas vous passer de la présence sur place d'un conducteur de travaux, et s'il ne peut pas être ce qu'on appelle à demeure H24, c'est d'ailleurs tout le temps là en train de mater, il passe à des moments critiques, qu'on appelle des points d'arrêt. Donc le point d'arrêt, c'est un moment où, tant que le conducteur de travaux n'a pas dit « oui, tu continues », tu as interdiction de continuer le chantier. Et le point de contrôle, c'est quand il te dit bah, « écoute, quand tu arrives à tel niveau, tu m'appelles, je viens voir si c'est bon ». Ça, c'est quand vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un conducteur à demeure. Je donne une phase, par exemple, on a sorti les squelettes, donc les poutres.
Non, les poteaux et les poutres. Et là, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle du remplissage. C'est-à-dire que vous êtes en train de remplir les façades du bâtiment ou vous êtes en train de faire ce qu'on appelle la distribution. C'est la séparation entre le salon, le couloir, les toilettes, etc. Ah, vous craignez pas grand-chose. Le conducteur de travaux ne va pas être pendant 5 jours sur le chantier à regarder passer les gens. Par contre, à des moments bien précis, vous allez lui dire, tu vas sur place, ou lui va le savoir, ou justement, il va dire à ses artisans, quand tu arrives à ce moment-là, tu arrêtes et tu m'appelles. Il va traverser la ville, il va donner son coup de signature et c'est bon. Par contre, pour le cas de Ludo qui s'attaque à des bâtiments beaucoup plus gros, tu m'arrêtes si je me trompe, vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de laisser un chantier sans surveillance. Vous allez vous ramasser. Déjà, Dès que vous rien commencez que à pour faire les du vols. R plus 3, 4, 5, s'il n'y a pas un gars 6 sur 7, parce qu'en Afrique, vous êtes foutus. C'est certain. Nous, ce qu'on fait, je fais déjà, ça fait 8 ans que j'ai ma société. Nous, on fait, comme un peu dans l'industrie, on a des fiches dans lesquelles on des points de vigilance. Oui. D'accord. Moi, comme je suis au PC en France, je pilote des projets aux entreprises encore d'État séparés. Donc, je pilote l'ensemble des entreprises. Je leur dis, voilà, ça, c'est ce que j'attends de vous. Oui. Et le problème, c'est que pas forcément le conducteur va savoir, mais aussi l'entreprise, parfois, elle ne sait pas. Oui, il y a une perte de compétences ces dernières années aussi, c'est dans le monde entier. Les métiers, il y a une perte de transmission du savoir entre les anciens et les plus jeunes. Surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, où je tape, même si la réponse, il y a beaucoup d'erreurs dans la réponse, je vais aller chercher. Et moi, j'ai rencontré déjà des jeunes disant non, ça c'est les règles de l'art, ça c'est ce que j'attends de vous. Ah ça je savais pas que. Donc d'où l'importance. Voilà, surtout dans la construction, parce que comme tu dis, on joue avec des vies. On joue avec des vies. Et puis c'est un ouvrage qui va vous durer toute une vie. Les bâtiments, ils sont garantis pour... nous, les ouvrages d'art, c'était 50 ans, il y en a certains qui sont 100 ans. Et votre maison, par définition, vous la construisez pour quasiment l'éternité. Et c'est l'investissement de votre vie. Quand vous êtes en diaspora et que vous faites la maison de famille ou vous construisez la maison de vos rêves. Aussi. Il faut penser au futur. Donc, et la réception, alors comment ça se passe ça veut dire quoi, réceptionner? Réceptionner, vas-y, tu veux y aller? Alors, ça va dépendre. En France, je veux dire, comme on fait aussi en Europe, il y a deux réceptions. Les OPRT. La livraison et la réception et la livraison. Donc, la réception, c'est quand l'entreprise donne l'ouvrage à l'architecte. Oui. Et c'est là, après, il y a l'architecte qui livre le projet au client. Oui. Donc, il y a deux phases. Effectivement, c'est une phase qui est importante. Et ça, pareil, là, par contre, conseil. Place, là, t'as pas le choix. Il y a beaucoup de malfaçons, d'accord, qui peuvent après créer des problèmes. Donc, il faut aussi une personne qui connaisse le bâtiment et qui puisse aller voir certaines choses. Ça s'appelle la levée des réserves. Voilà, levée de réserve. Oui. Effectivement, on va contrôler que ce qui a été exécuté, déjà que c'est conforme. Mais aussi, il y a des vices cachés qu'il faut connaître. Très souvent, je vais dire un exemple que j'ai pu voir. L'aplomb des portes. L'aplomb des portes, mais le carrelage. Le carrelage, oui, bien sûr. Le carrelage, si tu mets pas de la... Là, je vais rentrer dans le détail pour montrer un peu les problèmes techniques. C'est que quand je mets une masse de ciment derrière le carrelage, pour aller vite, qu'est-ce que je fais? Je mets des petits morceaux et je mets le carrelage. Plaf. Sauf que, comme les morceaux de colle de ciment ne sont pas suffisamment, dans quelques 5, 6 ou 10 ans, le carrelage commence à se décoller. Avec le temps, les planchers ont tendance à s'appuyer. Quelqu'un a fait une modification de travaux qui a touché une cloison qui n'est pas structurelle, mais qui quand même, avec le temps, le plancher s'est assis dessus. Il l'a enlevé, ça peut... mais c'est pas grave, mais il faut faire attention. Le paiement du solde, c'est après la livraison. Oui. D'accord, ok. Jamais payé avant. Non. À la réception. Il faut s'assurer... À la livraison. À la livraison. S'assurer que mon ouvrage... Parce qu'une fois que vous avez réceptionné, on vous a livré la maison, une fois que vous êtes dedans, c'est d'ailleurs un problème aussi en France, en Europe... pour faire revenir l'entreprise, c'est impossible. Déjà, ça crée un
un inconfort parce que je suis dans la maison, il faut refaire. Toi-même, tu le sais, si on doit refaire le sol, cette chambre, elle peut pas être utilisée. Exactement. Il faut bouger des meubles, Ouais, il faut bouger des poussières. C'est la galère. Hein. Oui, ils ont refait la poussière que ça a fait apparemment. Et les entreprises, et puis, ça va dépendre aussi de la bonne volonté. Parfois, ils viennent, mais... Oui, il y a des jours où ils ne sont pas venus. Ouais, mais je sais qu'en Europe, nous, on a ce qu'on appelle la GPA, garantie de parfait achèvement, qui commence le jour de la livraison et qui dure 2 ans. Par contre, la structure et l'étanchéité, les fenêtres, c'est garanti 10 ans, c'est la fameuse garantie décennale. Mais il me semble qu'en Afrique, ça n'existe pas, ça, malheureusement. Ouais. Ça, je sais pas. Ça dépend des pays, je sais. Il faut regarder, effectivement. C'est pas une habitude. Hein. Normalement, il n'y a pas toutes ces normes. Tu livres et basta, quoi. Démarre avec la chance. Oui. Donc, encore, d'où l'intérêt d'avoir une personne pendant toutes les phases qui vérifie que tout était bien fait. C'est quand les travaux sont bien faits par des artisans compétents qui ont utilisé des bons matériaux, la maison elle est indestructible, elle va tenir 70 ans sans problème. J'ai plein d'amis qu'on m'appelle justement pour les fameuses réceptions, parce que même en France, pour la levée de réserve, parfois, ils ne sont pas sachants. Oui. Donc, comme je disais, des carrelages qui ont été mal posés, des menuiseries qui ont été mal posées, très récemment, il y a 2-3 ans, des amis italiens, je rentre, à peine je vais rentrer dans le logement, je regarde, donc il y avait le couloir qui s'éteint à la lumière, et je vois une lumière qui passe sous la porte. Donc je lui dis, mais t'as presque 2 cm. Non. Je pensais pas que c'est pour ventiler. On m'a dit de rajouter un balai. Non, il n'y a pas question. Un balai, aujourd'hui, tu prends, tu passes quelque chose sous la porte, tu arrives à prendre des clés avec une caméra, donc c'est pas possible. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Avec donc plaisir. là, on va arriver à la partie questions-réponses des membres. Donc on a demandé aux membres de RIPAT s'ils avaient des questions. Mais avant ça, je tenais à dire que il y aura sûrement des questions de l'audience. Donc on va mettre un formulaire là en description. D'accord. Et puis ils poseront des questions, surtout s'ils veulent vous contacter pour construire. Bien sûr. Donc nous, on va récupérer ça. Et puis je vous transmettrai les demandes. Avec plaisir. Donc Ludovic, toi, c'est pourquoi qu'on te contacte pour la planification, c'est ça? Tout ce qui est planification, gestion d'un projet et d'accompagner des clients aussi dans l'expression du besoin et dans le projet. Okay. Après, nous, on a plusieurs casquettes parce que comme on est dans le secteur, on peut aller accompagner une entreprise générale. Mais en effet, pour des gens qui veulent construire, on peut aussi les aider à comment commencer à structurer son projet et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et toi, JB, c'est exécution, construction? Exécution, conduite aussi. Okay. D'accord. Comme pareil, conduite. Et parce qu'on a des gens dans RIPAT qui ont des entreprises, justement, entreprises générales. On a Wizodia qui est actif en Côte d'Ivoire, au Sénégal. On a Djariemou aussi, Invest qui est au Sénégal. Et par exemple, peut-être qu'eux peuvent faire appel à vous aussi. Sur des projets... pour faire de l'optimisation. Pour optimiser, Pour faire de l'optimisation, c'est-à-dire de leur faire gagner plus... alors, avec tout le respect que j'ai pour eux, parce que ce sont tous des confrères, pour leur faire gagner peut-être en efficacité ton fameux tag time, qui est vraiment une merveille absolue. Et après, peut-être en optimisation d'un chantier à l'autre. Ouais, exactement. Parce que je crois que Wizodia, ils se sont spécialisés à faire de la maison individuelle pour la diaspora en Côte d'Ivoire, il me semble. Ils sont assez connus. Ils sont très connus. Peut-être d'intervenir dans leur processus pour les rendre encore plus efficaces. On peut envisager de la préfabrication, ce genre de choses. Quoi. Nous, on travaille avec des entreprises générales et on les aide justement à toute cette partie à devenir encore meilleurs. Et même si parfois ils ont de la main-d'œuvre, on accompagne aussi en tout ce qui est excellence opérationnelle. Absolument. Ok. Oui. Donc, on a une première question des membres RIPAT. Donc, on a appris des membres RIPAT pour qu'ils répondent à des questions. Donc, il y a beaucoup de demandes. Alors, première question de Bénite Ange Ilunga, qui est une membre qui vit en Belgique, à Bruxelles, donc, et qui est originaire du Congo. D'accord. Ma famille possède des terrains et immeubles au Congo que je voudrais mettre en valeur de manière optimale et construire sur les terrains vides. Voilà, beaucoup de terrains, apparemment. Comment bien superviser les travaux? Coûts, matériel, logistique. Comment choisir l'entrepreneur des travaux? Est-ce que le clé en main, exemple maison livrée déjà faite, est intéressant, fiable? Il y a plusieurs questions. Là. Alors, comment bien superviser les travaux? Parce qu'elle a des terrains au Congo qui sont dispo. Nous, on va pouvoir déjà lui parler de ce qui n'est pas construit, à moins qu'elle ait des travaux à faire dans ce qui est déjà construit. Construire sur les terrains vides.
Ah, elle a des terrains immeubles. Oui, Voilà. Donc, ouais, on parle des terrains vides là. les pour terrains l'instant. vides. Faut eh ben, s'assurer, effectivement, la première chose, c'est est-ce que je peux construire. Oui, est-ce qu'ils sont constructibles? C'est, Est-ce que c'est pas des terrains agricoles? Voilà. Mm. Donc, et aussi la nature, avant de se lancer dans le projet. Oui. Parce qu'avoir un terrain, c'est une chose, et ce qu'on a sous le terrain, c'est autre Absolument. chose. Ce qu'on appelle le Donc, sous-jacent. Ou le... s'il y a des constructions, autour, ben, c'est rassurant, parce qu'il y a déjà des bâtiments. Mm. Mais quand je suis un peu dans, Si elle est un peu perdue, dans ouais. la nature, il faut juste faire attention de la nature du terrain. Oui. Est-ce que je vais pouvoir construire un R2, un Oui. R3, R4? Voilà, c'est ça qu'il Absolument. faut réfléchir. Et, Donc, première étape. et comment bien superviser les travaux? Conducteur de travaux. Conducteur de travaux. Ouais. Donc, qui est du métier, qui est sur Voilà, place. quelqu'un Ou qui est- entreprise qui- générale, entreprise qui est- générale, oui. voilà, Ouais. Ah, mais c'est quelqu'un toujours quelqu'un qui connaît le métier. Et c'est très, très important. Même un planificateur, je conseille toujours qu'il ait un peu de connaissance Bien sûr. de la construction. Parce que c'est là où il y a après tous les problèmes. Hmm. Ok, nickel. Est-ce que le clé en main, maison livrée déjà faite, c'est intéressant? Oui. Il y a déjà toute l'étape de conception-construction qui est passée. Mm. Ça coûte beaucoup plus cher, malheureusement, de l'ordre de, je pense, 25 ou 30% de Oui. plus que si tu l'avais fait toi-même. Hein. Alors, en fait, moi, j'ai une question aussi, bon, qui est avec cette question-là. C'est-à-dire Mhm. qu'aujourd'hui, on va passer par des promoteurs qui vont nous vendre sur plan des trucs déjà faits, préconçus. Oui, oui. On n'est pas, nous, forcément, passé par un C'est architecte. vrai que vendre sur plan, tu vas seulement pouvoir changer les finitions intérieures. Et sinon, toute la carcasse du bâtiment, Ouais. la Là, je ne forme. peux pas configurer mon Explosion. bâtiment. Il y a déjà une Il y a préconfiguration. une préconfig, ouais. Ça veut dire que aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez? Pour une vente sur plan? Non, pour quelqu'un de la diaspora, est-ce qu'il achète sur plan ou alors, s'il passe par des gens comme vous ou par des entreprises sérieuses, il peut faire la maison de ses rêves, en fait? Bien sûr. Pour moi, c'est une question de risque C'est aussi. une question de... C'est voilà, quel risque je veux prendre. Hmm. Effectivement, une clé en main, je sais que la maison, Elle est faite, elle est là, elle est faite, factuellement. C'est comme acheter une voiture à un concessionnaire. donc il y a même l'aspect répétitivité qui fait que, je connais le monde du bâtiment, le fait qu'il y ait une répétitivité, ça assure la qualité aussi de l'ouvrage. Mm. Quand on est quelque chose de très particulier, individuel, donc effectivement, je peux me faire plaisir. Ça, c'est ma maison des rêves. Mais il y a une part de voilà, risque. c'est une question de risque et mes ambitions futures. C'est vrai que c'est pas du tout pareil quand c'est un clé en main. Je dois m'adapter, même ma vie, à ce qui est livré. ouais. Ce qui est livré. Que je préfère avoir une maison qui est faite d'une façon ou d'une autre. C'est de la flexibilité après ainsi. Après, effectivement, alors, je vais essayer de... Je vois le sens de sa question. Si elle est certaine de ne pas avoir une personne qui se portera garante de la bonne conduite et de la bonne réalisation des travaux, il vaut mieux qu'elle achète un clé en main. Par contre, le clé en main, ça ne va pas la prémunir des vices cachés ou des malfaçons. C'est ça. C'est ça Faut le problème. toujours faire attention. L'idéal, c'est d'acheter un clé en main qui ait déjà vécu 2 ans ou 1 an. Parce que la personne qui était avant, elle a essuyé les plates, comme on dit. Donc, elle a fait réparer tout ce qui n'allait pas et ça minimise quand même le risque. Mais Par ça se contre- répercute dans le prix aussi. Du coup. Absolument. Ouais, Ah oui, c'est bon, c'est une pas maison du faite, tout, il y a déjà la marge de l'entreprise et tout ce qu'il vaut. Par contre, si elle prévoit d'aller construire sur des terrains donc qui sont isolés, comme dirait Ludo, 1, le foncier, 2, le sous-sol, 3, s'il y a 2 bâtiments qui sont déjà construits à côté, il y a de fortes chances pour qu'en dessous, ça se passe bien, donc il y a moins de risques. Mais si ce n'est pas le cas, il faut absolument qu'elle ait une petite étude géotechnique. Par exemple, si elle espère construire en périurbain, que ça n'a jamais été touché, comme on dit, seulement le lotissement de la partie où elle est, il faut absolument qu'elle sache ce qu'on appelle ce qu'elle a sous les pieds, ce qu'il y a comme truc. Parce qu'il y a peut-être des sols qui vont accepter un R+2. Par contre, dès que vous commencez à monter dans les étages, la pression qu'exerce le poids du bâtiment sur le sol, elle n'est pas la même. Et il y a des sols qui peuvent ne pas encaisser ce type de construction. Là, il y a les fondations, chaque pays, chaque zone, il y a une nature de terrain qui est connue. Absolument. Donc, chaque fondation, elle va s'adapter parce qu'il y a même plusieurs types de fondations. Oui, tout à fait. Oui. Et qui vont s'adapter au type de terrain. Contexte. Voilà, au contexte. Ok, très bien. Donc, deuxième question de Mariam Fofana, qui est originaire de Guinée, qui vit en Île-de-France. Alors,
J'ai commencé un projet de construction immobilière dans mon pays d'origine, donc la Guinée. D'accord. Quelles sont les spécificités d'un chantier en Afrique de l'Ouest? Quels sont les points essentiels dans les étapes du gros œuvre? Donc ça, on a répondu, je pense, tout à l'heure. Exactement. Quelle erreur peut coûter le plus cher sur un chantier? Qui faut-il recruter? Non, il y a plein de questions. Qui faut-il recruter en priorité? Comment vérifier que les matériaux achetés sont bien ceux utilisés? Ça, c'est un vrai problème. Je pense que ça, c'est la question. Oui. Je pense que le reste, on a répondu dans le podcast. Alors, Mais la question, c'est comment vérifier que les matériaux achetés sont bien ceux utilisés? et parce que moi, j'ai déjà construit 3 fois. Donc Ouais. alors, je réponds pour le Mali, mais je pense qu'on est comme voisins, donc ça doit se répliquer. Spécificité d'Afrique de l'Ouest, il y en a 3 essentiellement. Un pour être tout à fait... C'est de la maison individuelle, hein, je suppose. Ouais. Un pour être tout à fait transparent. Il n'y a pas d'entreprise générale de construction chez nous, puisqu'on n'a pas sorti des tours de plusieurs étages. Et le peu de tours de plusieurs étages qui ont été faites par des entreprises venant de l'extérieur. Chinois, coréens, turcs ou équivalents. Donc, il y a peu de vraies qualifications. Le maçon, c'est un maçon qui a appris en étant apprenti derrière un maçon, etc., etc. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y a malheureusement pas très peu de centres de formation technique du bâtiment. Quasiment, si elle fait de la maison individuelle, il faut qu'elle se dise une chose, c'est que tous les artisans qui vont intervenir chez elle n'ont pas fait comment ça s'appelait à l'époque, un SIFAPA, Oui. enfin, n'ont pas eu une formation là-dessus. Par contre, ils savent bouger des briques, tirer un cordeau, les aligner, faire les joints, etc. Elles savent ce qu'on appelle mettre en œuvre. Par contre, elles ne sont pas maîtres d'œuvre. Et elles ne sont pas conductrices de travaux. Donc, la première des choses, c'est que, il y a de la main-d'œuvre qualifiée, mais qui n'est pas spécialement formée. Deuxièmement, comme je l'ai dit en début de propos, elle ne peut pas se faire l'économie d'une surveillance de travaux ou d'une conduite de travaux. Sachant que quand elle a la conduite, elle a la surveillance forcément. Pour revenir à la question de comment s'assurer que c'est bon carrelage, il faut y aller. Là, il faut être sur place. Il faut être sur place. Parce que il y a ce qu'on appelle le bon de commande. Donc, un bon de commande, tout est tracé, les références du carrelage. Et après, vous avez le carton de carrelage qui est là et qui permet de vérifier. Donc, c'est ce que fait un conducteur de travaux. Il reçoit le carrelage, il vérifie, il regarde, il check que c'est le bon matériel. Mariam, voilà, t'as tes réponses. Hein. Ça, c'est spécifique de l'Afrique de l'Ouest. Les saisons des pluies, les machins, ça, c'est le piège. Alors, il y a Marvin qui témoigne. Marvin Sombi, qui est originaire de RDC et qui vit en Île-de-France, Paris. D'accord. Mes parents ont construit une maison en RDC. Problème, celle-ci est actuellement occupée par son cousin. Je pense que je peux déjà dire adieu à cette maison. Non, au moins elle est gardée. Au moins elle est gardée. Je sais pas. Il y a Francis qui vient du Cameroun, qui vit en Espagne, qui partage juste un truc. J'ai un terrain familial au Cameroun, mais impossible de le valoriser par manque de moyens. Voilà. Il partage. Bon, je sais pas s'il y a des idées pour le valoriser. Peut-être il peut le louer. Ça dépend. Est-ce qu'il est... Alors, valoriser, est-ce que déjà, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce qu'il est constructible? C'est ça qui va pouvoir le mettre en valeur. Quel type de terrain? Est-ce que je peux... on parle de construction, mais on parle aussi de ça peut être un terrain agricole. Où est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il est à Douala, Yaoundé, ou est-ce qu'il est en périphérie? Il y a plein de facteurs qui permettent de valoriser un terrain. Partage en commentaire, Francis, du coup. Comme ça, on pourra demander à Jimmy. Aussi, il y a aussi des... Si je veux, par exemple, être malin par rapport à l'évolution, ce qui s'est passé dans certains pays, c'est que je vais aller acheter un terrain qui n'est pas constructible. Oui. Mais vu l'évolution, les différentes évolutions des permis de construire et l'élargissement des zones constructibles, donc je peux acheter un terrain qui va se transformer d'agricole en constructible. Ça s'est passé là, ça fait des évolutions. Donc il y a des gens qui ont l'opportunité de dire voilà, je vois que mon pays ou ma ville se développe sur une telle zone. Ils achètent des terrains agricoles, ils attendent 3, 4, 5 ans. Et après, dès qu'ils se transforment en constructibles, j'ai un retour sur investissement qui est assez conséquent. C'est pas du tout pareil acheter un terrain agricole qu'un terrain constructible. Donc voilà, c'est ça qu'il faudrait voir. Et je lui conseille, peut-être dans ma réponse, si jamais ce terrain-là, il voit qu'il y a une évolution où il est constructible, elle peut le faire valoriser. Alors Daniel, qui est du Bénin, qui vit au Bénin, c'est ma première construction. Je suis encore dans les plans et la validation du terrain au Bénin. Donc c'est très bien parce qu'il peut vous contacter. Ou à Ouida, où j'aimerais construire mon logement
couplé à ma boutique et un lieu de repos. Ah oui, J'aimerais là, c'est- avoir une autonomie énergétique. Quelles sont les meilleures solutions en récupération d'eau et en énergie électrique? Alors, aujourd'hui, c'est connu les plaques solaires. Enfin, Oui, tout panneaux ce- solaires, ça fait le panneaux boulot. hein. solaires. Panneaux D'ailleurs, solaires. les panneaux sont de plus en plus performants. Oui. Je conseille aussi, bon, ça a un coût, mais d'avoir une batterie de stockage Oui, tout à fait. Oui. qui soit conséquente pour les périodes aussi, parfois, de pluie ou de... Parce que on dépend beaucoup du soleil. On a la chance, beaucoup de pays d'Afrique, donc il y a Absolument. énormément de Oui. soleil, donc il faut en profiter. Surtout si c'est Effectivement, en à énergie solaire, effectivement. à usage d'habitation, s'il n'a pas des grosses puissances électriques, genre 3 plaques chauffantes, enfin 3 vitrocérames, avec le solaire, il s'en sort. hein. Même, il faut avoir des plaques solaires qui créent de l'énergie solaire Oui. et des plaques solaires qui Qui peuvent chauffer, chauffent l'eau. qui chauffent l'eau. D'accord. Donc, ouais. ouais, Ah, Ouida, il est bien. hein. Ouais, Il y a- c'est c'est sympa, Ouida, ouais. ouais. même du point de vue confortabilité, ça va dépendre des zones, mais plus montagneuses où il fait plus froid. Oui, absolument. Il y a plein de techniques aujourd'hui, chauffage au sol qui est beaucoup plus confortable qu'un chauffage avec un radiateur. Enfin, il y a plein de choses et on peut faire plein d'économies. Bien sûr. Avec toutes les Ouais. nouvelles technologies. Alors, par contre, pour l'autonomie vis-à-vis de l'eau, moi, je ne le conseille surtout pas d'envisager de récupérer de l'eau pluviale. hein. Surtout pas. Parce qu'elle est contaminée de tout ce qu'on peut trouver dans l'atmosphère. Qu'il utilise l'eau pluviale pour arroser son petit jardin ou son potager, et encore plutôt le vrai. Et par contre, qu'il fasse comment on appelle ça, Ça, c'est un forage pour vérifier la difficile. qualité de l'eau. Non, Plus pour difficile. vérifier la qualité. Mais normalement, à Ouida, il y a le réseau d'eau courante là-bas. Ah, je sais pas, je connais pas, mais peut-être qu'il peut-être. veut être totalement, peut-être, ouais, je il sais veut pas être si- totalement ouais. indépendant. Pour être totalement indépendant, mais surtout ne pas récupérer l'eau de pluie pour la boire. Surtout pas. Dans parfois des bâtiments, par contre, on réutilise l'eau pluviale pour l'arrosage ou Ou les pour toilettes. Ouais. Les toilettes, ça c'est peut faire l'affaire. Ça fait des économies. Mais en toute objectivité, avec tout ce qu'ils ont dispersé dans l'atmosphère ces dernières années, Faut juste parce que parfois il y a un temps d'investissement. Ouais. Faut faire attention parce que ça a un coût et le retour sur investissement, il est plutôt sur le moyen long terme. D'accord. Donc Il y a une dernière question d'Amidou à laquelle on va répondre rapidement, puis après on va s'arrêter. C'est après 15 années en France et après avoir occupé plusieurs fonctions dans le domaine de l'électricité, technicien jusqu'à chef de projet, je me suis décidé à faire une reconversion en tant que conducteur de travaux BTP afin d'ouvrir ma structure au Sénégal et d'accompagner la diaspora dans leur projet de construction. Très bien, Amidou. Quels sont vos conseils pour démarrer au mieux, les outils indispensables et les défis auxquels je risque d'être confronté? Alors, il veut travailler dans le BTP En fait, ou lancer une boîte de BTP. Il est dans l'exécution et il veut passer en pilote. En pilote. En pilote. Il veut être conducteur des travaux? Que de l'électricité ou de TCE? Je pense de tout. Hein. Alors, c'est Attention, hein. Ah, je sais pour pas. moi, c'est positif. Conducteur de travaux électriques, oui, il a les doigts dans le nez, surtout avec 15 ans d'expérience. Mais conducteur de travaux TCE, donc tout corps d'État, attention. Hein. Parce qu'il dit, je me suis décidé à faire une reconversion en tant que conducteur des travaux BTP afin d'ouvrir ma structure au Sénégal et d'accompagner la diaspora dans leur projet de construction. Moi, je vais être positif. Oui, J'aime toujours voir les choses de façon positive. Alors, oui, il a une bonne culture du bâtiment, puisque comme il a fait 15 ans ici, il a crapahuté ce qu'on appelle d'un bâtiment à l'autre. Alors, moi, je lui conseille vivement de s'associer avec un spécialiste du génie civil, donc un ingénieur bâtiment, et il a parlé de BTP. En fait, BTP, c'est une distorsion, ça veut dire bâtiment et travaux publics. Ça sous-entend le bâtiment, superstructure, infrastructure, les routes et les réseaux qu'il y a dedans. Exactement. Et les 4 dimensions dont je t'ai parlé sont des corps du génie civil à part entière. Les routes ne font pas les routes, les réseaux, le bâtiment et les infras, c'est 4 familles différentes. Le premier des conseils, c'est qui se lance, welcome. 2, qui s'associe avec des gens qui sont formés pour ça, un ingénieur génie civil. Et troisièmement, il doit avoir une bonne notion du planning, surtout quand il est électricien. Dans la séquence de construction d'un bâtiment, l'électricien, c'est très sensible. Parce que tu dois passer d'abord avant, après, machin. Donc, il a cette bonne vision du planning, mais surtout qu'il ne le fasse pas seul. Ouais. Qui parte avec quelqu'un. Parfois, ça dépend de la complexité des projets. Il vient avant, pendant, après. Hein. Même avant, il met les pieuvres. Pendant. Il peut même la mise à la terre. La mise à la terre avant. La structure. Oui, avant, pendant, après, ouais, absolument. Ouais. Donc, lui, il est du début à la fin.
Ouais, Mm. exactement. Donc il connaît quand même, pour moi c'est très positif Oui. parce que il faut des gens qui connaissent déjà l'exécution. C'est ça qui est important. Après, ce que je suis un peu d'accord avec ce que dit JB, il faut quand même connaître un La peu structure, c'est la autre partie chose. où il y a des vies qui sont en jeu. Ouais, bien En sûr. enjeu, il faut faire attention. Ouais. Donc il y a quand même la partie structurelle, il faut quand même connaître. Bah, Un conseil, c'est voilà, surtout sur la partie structure, Mhm. un partenariat ou faire des formations. Mais de toute façon, comme dit Ludo, s'il a fait 15 ans en diaspo sur du bâtiment, il a ce qu'on appelle le vernis. Il a une bonne culture du bâtiment. Il sait ce que c'est une séquence de construction, passer dans un contre-plaqué, dans un placo style ou quoi que ce soit. Il a une bonne culture. Il ne va rien découvrir, en fait, s'il a fait 15 ans de chantier en France. Par contre, niveau structurel, comme dit Ludo, il ne faut pas qu'il aille seul. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour vos Avec réponses. C'était vraiment top. Podcast d'utilité publique. Ça, je ne sais pas si ça a déjà été fait sur J'espère. Internet, mais au moins, ça sera dans les archives et tout le monde verra. Il n'y a plus personne qui peut se faire arnaquer maintenant. Et j'espère. tout le monde va J'espère. savoir la séquence des travaux. Oui. Donc, je vous laisse le mot de la fin, JB et Ludo. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire, vas-y, Ludo? Le monde du bâtiment, c'est très, 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 très complexe. Vous avez vu qu'il y a plein de facteurs qui font qu'un projet peut avoir des problèmes. Et il faut s'assurer que tous les acteurs aient, c'est mon point de vue aussi de l'entreprise, cet aspect de culture de collaboration, de transparence pour bien mener un projet. Donc voilà, de se faire accompagner avec des personnes que je peux faire confiance et qui ont des connaissances du métier. Et parce que l'intérêt de tout, c'est que le chantier sorte à la fin. L'artisan pour vendre ses prestats, le client pour avoir son chez lui, etc. Quoi. Et toi, JB? Déjà, merci Chiara pour ce super moment. Merci Ludo aussi, c'était vraiment sympa d'échanger avec vous. Merci Chiara. Et déjà, félicitations à toute la diaspora pour en être un, moi aussi. Je sais ce que c'est d'avoir la vie partagée entre les deux mondes. Beaucoup de respect à tous ceux qui entreprennent de repartir dans l'autre sens et surtout à ceux qui repartent et qui veulent construire, donc les repartent constructeurs. Je vous souhaite tout le meilleur dans vos projets respectifs et comme on a pu échanger ensemble, faites-vous conseiller avant ou pendant pour le meilleur déroulement de votre projet. Faites-vous conseiller. Super. Voilà. Merci à tous, les Avec gars. plaisir. C'était JB et Ludo pour Et Chiara. pour Repat. Franchement, merci beaucoup. Avec C'était plaisir. c'était vraiment Voilà, exceptionnel. Merci pour Avec cette plaisir. invitation. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. De toute façon, s'il y a des À questions, bientôt. mettez-les en commentaire. On refera peut-être un live Insta. Couleur du drapeau rwandais. Voilà. Les gars, bon, à bientôt. À plus. Salut.